je pense qu'on va pouvoir commencer. 189e atelier un peu particulier parce que ce soir on reçoit donc Alexandre Langlois pour parler du fonctionnement de la police et des moyens de contrôler la police en lien avec notre titre sur le pouvoir de police. Alexandre, à toi, comment vas-tu et quelles sont tes attentes pour ce soir ? Moi je vais bien, les attentes pour ce soir c'est de passer un bon moment, donc ça va bien commencer, et puis merci de m'accueillir gentiment pour qu'on s'éclaire mutuellement les uns les autres et qu'on avance quoi. Mumble Constituant, donc ce sont des ateliers en ligne où on s'exerce à la rédaction d'une constitution complète. Ateliers qui ont commencé en 2016. Voilà, on est à près de 200 ateliers. On a presque rédigé toute la Constitution. On commence le 3e tiers et donc on écrit en ce moment sur le pouvoir de police. Et donc on s'est interrogé sur les acteurs de la police. On a fait un peu de recherche et on a commencé à rédiger les acteurs de la police et les moyens de contrôler la police, toujours dans le même souci, donc de faire quelque chose de démocratique. Alors très démocratique, diraient certains, où les citoyens, contrairement à notre constitution actuelle, ne sont pas nulle part, mais partout. Donc, une constitution qui se veut le plus démocratique possible dans le but de dessiner un fonctionnement, quitte à passer pour utopique, disons idéal sur le plan démocratique. Et donc, Alexandre, je pense que la plupart des gens te connaissent, au moins dû à tes apparitions dernièrement dans les médias et savent que donc tu es policier et que tu as eu des troubles avec ta hiérarchie. Tu es également donc à la direction d'un syndicat, si je ne m'abuse. Et donc, qu'est-ce que tu pourrais nous dire sur ton parcours de policier ? Alors déjà, es-tu toujours policier ? C'est la question que tout le monde se pose en ce moment parce que c'est difficile à suivre. Et donc, qu'est-ce qui t'a amené politiquement à t'intéresser à la question de la démocratie et du contrôle citoyen de la police? Si tu peux nous faire une brève présentation. Alors je vais commencer par la rapidité. Je suis toujours policier. Enfin, je suis redevenu policier. Voilà. C'est en attente de pouvoir repartir. Parce que pour la petite histoire, donc j'avais demandé une rupture conventionnelle où je n'ai pas eu de réponse. La seule réponse a été un conseil de discipline. Le conseil de discipline ne s'est pas prononcé vu que les syndicats ont refusé de prendre part au vote parce que c'était juste pour mon activité syndicale qu'on voulait me sanctionner. Darmanin dit je le révoque au mois de mars. Au mois d'avril, le tribunal administratif a dit non, ça semble pas très légitime comme sanction, on suspend. Et on en est là. Voilà. Après, les petites coercitions suivantes qui font que j'ai pas le droit de reprendre dans mon service au renseignement territorial parce qu'ils m'ont enlevé une habilitation que je n'ai pas demandé. Et là, on est sur où ils doivent me mettre plutôt que de régler la rupture conventionnelle qu'ils ont accepté de fait, vu que l'administration a gardé silence pendant plus de 2 mois et que, chose assez amusante, Gérald Darmanin avait répondu alors qu'il était ministre des comptes publics, de l'action publique et des comptes publics, à une question sénatoriale que le silence de l'administration au bout de 2 mois valait acceptation. Donc en plus, c'est bien, c'est que lui-même est d'accord que c'est soit fini. Voilà, et avec une petite chose entre les deux, ou pour donner la vision de la police de Gérald Darmanin, il avait déclaré devant des personnels de la police scientifique, des syndicalistes et de la presse, qu'il fallait qu'il virait les gens qui n'étaient pas dignes de porter l'uniforme, et en me citant nommément. Voilà, donc du coup finalement, il n'avait pas forcément raison. Après sur les questions plus comment je me suis amené à m'intéresser à l'IGPN citoyen, du coup du point de vue syndical et professionnel des 2 côtés, en fait, il y a un problème, c'est qu'à chaque fois moi j'aime bien Montesquieu, c'est qu'il faut qu'il y ait des limites au pouvoir. Sinon, s'il n'y a pas de limites, on se retrouve à faire n'importe quoi. Ceux qui l'ont vont en abuser. Et c'est ce qu'on a comme situation aujourd'hui. Et on n'a pas de contre-pouvoir pour mettre fin aux ordres illégitimes, même s'ils peuvent être parfois légaux. Donc, comment ça m'a amené à m'intéresser, c'est me dire qu'il y avait un problème dans l'organisation, vu que quand il y avait des ordres qui étaient manifestement illégaux ou de graves dysfonctionnements, l'organisme qui était censé s'en occuper et les gérer était plutôt là pour les couvrir plutôt que de les régler. Et ce qui pose problème dans la police, c'est pas qu'il y ait des comportements qui sont
inadmissible, c'est qu'il ne soit pas sanctionné. Parce que si jamais il était sanctionné, il y aurait normalement une limite de ces cas inadmissibles et ça servirait d'exemple pour les autres et ça permettrait de rapprocher la police et sa population. Ce qui m'avait aussi, on avait constaté aussi avec le syndicat qu'on avait travaillé dessus, c'est qu'il y avait un code de police éthique européen. Alors je ne sais jamais dans quel sens sont les mots, mais il y a les quatre qui avait proposé de façon assez juste que la police n'avait pas à enquêter sur elle-même dans des démocraties pour éviter tout ce lien, enfin toute suspicion dans les enquêtes. Parce que voilà, même si les gens font correctement leur travail, il y aura toujours une suspicion. Voilà. Je donne un exemple d'actualité. Par exemple, Gérald Darmanin est accusé de viol, il devient ministre de l'Intérieur, il contrôle les enquêteurs. Il y aura toujours une suspicion, s'il est acquitté, il a utilisé son pouvoir de ministre pour enterrer l'enquête au niveau des enquêteurs de la police judiciaire. Donc c'est dommage pour lui parce que s'il est vraiment innocent, bah du coup, il s'est mis tout seul dans l'embarras. Ensuite, au-delà de ça, il y a aussi les autres pays européens, parce que nous sommes une exception européenne. Dans les démocraties, en tous les cas, je n'ai pas vérifié ce qui se passait en Biélorussie, euh, avec des contrôles externes qui sont divers et variés, mais notamment tous les contrôles externes permettent trois choses, donc de la transparence vis-à-vis de la population. Quand une plainte est saisie, bah, on sait que c'est pas enterré en interne parce que bah, il y a un contrôle indépendant. La deuxième chose également, ça permet de libérer la parole des policiers. Qu'aujourd'hui, quand un policier veut faire remonter des informations sur des dysfonctionnements ou dénoncer un ordre illégal, son chef de service peut l'envoyer à l'IGPN pour le sanctionner pour un manque de loyauté, par exemple. Ou alors, s'il parle dans la presse pour avoir porté atteinte au crédit et au nom de la police nationale, y compris dans sa vie privée, c'est très important parce que ça, c'est une reprise dans notre code de déontologie, mais qui est une reprise du code de la fonction publique de Vichy. Voilà, qui était pour museler les fonctionnaires à l'époque. Et le dernier point, c'est que l'IGPN a un rôle d'audit, c'est-à-dire d'amélioration du service public. Et les pays où il y a un audit externe, bah, il y a la réelle amélioration. C'est qu'en France, en fait, ce qui se passe, c'est que les chefs de service, en fait, ont des passerelles. Ils passent un moment de leur carrière à l'IGPN, puis ils partent sur d'autres postes par la suite et inversement. Donc, il y a une règle tacite, c'est que bah, si jamais je te dis que tout va bien quand je fais un audit de ton service, si un jour les rôles sont changés, bah, tu diras que tout va bien dans l'audit de mon service. Comme ça, tout va bien, circuler, il n'y a rien à voir. Et les notes de service, d'ailleurs, dans la police nationale sont rédigées pour que, justement, les directeurs et les ministres puissent mentir les yeux dans les yeux à la presse quand on les interroge sur leurs consignes et leurs ordres, parce que chaque note de service se termine par veuillez me faire remonter tout dysfonctionnement dans l'application de la présente note. Ce qui veut dire, j'ai un copain commissaire qui me dit, je te le traduis en français, ça veut dire si jamais vous n'arrivez pas à appliquer mes ordres, c'est de votre faute. Et si jamais vous me remontez rien, je considère que c'est appliqué, donc je pourrais annoncer à tout le monde que je suis hyper efficace dans mes directives. Les autres pays, en fait, quand on est commissaire ou chef de service, on vérifie la réalité de ces ordres sur le terrain. En France, non. On vit dans un monde fictif basé sur des statistiques et le fait que les gens veulent faire avancer leur carrière, donc personne ne dit jamais rien. La dernière chose, c'est que bah, quand il y a des audits, c'est que quand il y a des choses qui ne se passent pas bien, je vais prendre l'exemple de l'Angleterre, de l'Angleterre pour le coup. Ils ont eu des émeutes en 2012, ils ont fait un audit sur comment les émeutes ont été gérées. Certaines choses, ils ont dit bah c'est pas normal, il faudra pas qu'on recommence. La deuxième chose, il y a des choses qu'ils ne savaient pas faire, ils ont dit bah comment faudra qu'on fasse la prochaine fois. Et les choses qui marchaient, ils ont dit bah, on va les garder, ça ne sert à rien de réinventer la poudre. Donc résultat des courses, ça permet de faire avancer le service, de l'améliorer sans qu'il y ait un côté à juger ou de petites revanches sur le côté. Donc ça permet d'être trois axes très importants. Et dans une démocratie, à défaut de ce que disent de nombreuses personnes à tort, il y en a qui crient que la première des libertés, c'est la sécurité, ce qui est une absurdité complète. Par contre, la sûreté, d'ailleurs, plus que la sécurité, permet de garantir un débat public apaisé, garantir les libertés, pour le coup, en n'en étant pas elle-même une. Donc c'est important que ce soit contrôlé, parce que sinon, on arrive à l'utilisation qu'on peut constater depuis Manuel Valls, enfin ça s'est empiré avec Manuel Valls et ça continue de s'empirer avec tous les gouvernements qui sont succédés depuis, où la police est utilisée contre le peuple plutôt que pour sa protection, sans qu'il y ait aucun contre-pouvoir, vu que bah, c'est les miliciens qui sont mis en avant et que tout le reste, on essaye de le faire oublier. Voilà pour un petit résumé, et après, bah, je vais répondre à vos questions, ou s'il y a besoin de plus de précision également. Ok, alors t'as parlé en gros là d'une différence entre sécurité et sûreté. Alors je sais pas si c'est la même chose dans la police que dans le langage commun. Tu peux nous dire un peu pourquoi employer un mot et pas l'autre? Parce que nous on l'a employé sécurité. Alors du coup, est-ce qu'on s'est trompé? Est-ce que c'est sûreté qu'il aurait fallu dire? C'est quoi la différence entre les deux?
Alors il y a oui, ce projet, je l'avais vu, je rebondis dessus à chaque fois, mais après même, de façon courante, on utilise le mot sécurité. Ça les 2 ont été mélangés parce que en ça vient de l'anglais. En anglais, bah, c'est sécurité, les 2 se lisent quasiment de la même façon de ce que j'ai compris. La différence par contre, c'est que la sécurité, ça prévient des accidents, et la sûreté, ça prévient des actions malveillantes et ce qui est important aussi et c'est pour ça que je tiens à la sûreté plus qu'à la sécurité, sauf quand je fais, du langage courant comme de nombreuses personnes, c'est que la sûreté dans la déclaration universelle, enfin dans la déclaration, pardon, des droits de l'homme et des citoyens de 1789 à l'article, au 4 de mémoire et que du coup ça permet de décliner sur l'article 12 où il y a une force publique à l'usage de tous pour garantir la sûreté. Et c'est le droit fondamental qui est garanti, c'est la sûreté. Donc c'était pour avoir des parades constitutionnelles contre notre propre institution. Il est plus pertinent de parler de sûreté. Après, si toute la Constitution est réécrite, il n'y a pas vraiment de choses différentes à part la petite notion sémantique. La sécurité, c'est plus sur les accidents et les dégâts matériels et que la sûreté englobe également les actes de malveillance et les intentions coupables. Donc potentiellement, on pourrait employer les deux dans des cas spécifiques, c'est intéressant. Donc, est-ce que tu as pu jeter un œil à ce qu'on avait écrit jusqu'à aujourd'hui? Alors j'ai jeté un œil sur la partie que tu m'as envoyée sur l'ensemble du document de la Constitution. Non, effectivement, là, j'ai été un peu débordé avec mes derniers procès où j'en ai enchaîné ces derniers temps. Donc j'ai juste regardé la partie sur la police et le petit résumé que tu m'as expliqué à la fin attends, je reprends la page. Il y avait un autre point. Ah merde, bon, je sais plus. Il y avait une explication générale sur la constitution que vous étiez en train d'écrire et voilà sur le petit organisation, c'est ça, avec le deuxième schéma. Ouais. Alors petite particularité, donc je le répète ici. Donc on est en train de réfléchir à comment fonctionnerait une démocratie la plus démocratique possible, en gros, et que donc la différence avec le pouvoir de police et les autres pouvoirs exécutifs tels qu'on les connaît dans la Ve République, c'est que nous, on a donc décidé de les découper. De la même manière que certains pouvoirs ont été séparés, alors en 3 puis en 2, ça peut se discuter puisque on parle d'autorité judiciaire et plus de pouvoir judiciaire aujourd'hui en France. Mais l'idée, nous, ça a été de découper le pouvoir exécutif et que donc là, on est en train de réfléchir à comment créer un pouvoir de police qui est à la fois indépendant de l'exécutif et donc il n'y a pas de gouvernement, donc indépendance totale vis-à-vis d'un chef de l'exécutif et aussi une certaine indépendance, alors une demi-indépendance peut-être au niveau du pouvoir judiciaire et des autres pouvoirs. Donc notre idée là, c'est de voir comment on peut mettre en place une police qui est en gros autogérée, même si elle travaille en collaboration avec d'autres pouvoirs et que certaines de ses parties peuvent être qualifiées sous tutelle. Et donc pour l'instant, nous, on a donc rédigé seulement la liste des acteurs. On ne sait pas encore si on va aller beaucoup plus loin dans la rédaction, mais ça nous a semblé très important. Donc on a rédigé un petit préambule. Le petit préambule dit: le pouvoir de police est au service de la population et de l'intérêt général. Il dispose des moyens d'être efficace sur l'ensemble du territoire. Donc ça, c'est juste pour donner le cadre, une définition très simple de la police. Avant donc oui de parler de ce qu'on a écrit, est-ce que tu peux nous rappeler quel est actuellement le rôle de la police et l'évolution du rôle dans le droit? J'ai cru comprendre que la définition du rôle de la police avait changé dans le temps. Oui, le rôle de la police a changé, oui et non. Enfin, après, il a changé au cours du temps, oui. Je vais prendre juste les 40 dernières années, c'est déjà pas mal. Parce qu'au début, enfin, on va même remonter un peu plus loin. Allez, et au début, il n'y avait pas de police nationale, c'était que des polices municipales et qui ont été rassemblées ensemble par le gouvernement de Vichy. Et qui est la police nationale. Donc, du coup, c'est pour ça qu'il y a une double casquette historique, la police nationale créée sous Vichy et le fait que c'est pour ça qu'on se bat pour un droit à la sûreté qui est quand même constitutionnel et au-dessus pour faire
oublier peut-être une réforme de bon sens sur le fait de rassembler tout le monde, mais qui quand même, à certains égards, n'est pas les heures les plus glorieuses de notre histoire. Là, ensuite, il y a eu d'abord, ça a été géré par la loi, c'est-à-dire qu'il y a une loi sur la fonction publique générale en 1983. La police était gérée par cette loi-là. Il n'y avait rien de plus notamment sur la déontologie policière. En 86, un premier code de déontologie est apparu, qui met déjà le devoir de réserve à l'intérieur. Donc, pour le devoir de réserve, c'est quelque chose qui n'existe pas dans la loi. Et même Anicet Le Pors, qui a fait le statut de la fonction publique en 83, avait bien précisé qu'il ne mettait pas le devoir de réserve dans la loi exprès, parce qu'il y avait, sinon, ça ferait que les fonctionnaires, quels qu'ils soient, donc y compris les policiers, ne seraient plus des fonctionnaires citoyens, mais des fonctionnaires sujets. C'était une autre conception de la fonction publique. Donc du coup, on est revenu par la porte avec un code de déontologie, ce qui pose un problème également de légalité, vu que la loi ne le prévoit pas, et celui qui a écrit la loi, donc qui est le mieux placé pour expliquer l'esprit de la loi, il l'a fait à plusieurs reprises, dit qu'il n'avait pas mis exprès, donc du coup un décret de valeur inférieure a pourtant été mis en place. Par contre, dans ce code de déontologie, les policiers défendent les institutions de la République et sont garants des libertés individuelles. Il y a un nouveau code de déontologie qui est pondu le 1er janvier 2014, à savoir que la France avait signé le code éthique de police européen en 2001, et les pays signataires s'étaient engagés, quand ils font un nouveau code de déontologie, à intégrer tous les éléments de ce code européen. La France a fait exactement le contraire. Ils ont fait le contraire. Donc Manuel Valls a changé l'intitulé du début. Nous ne sommes plus garants des institutions, nous sommes plus les garants des institutions de la République, mais nous sommes garants des institutions et des intérêts nationaux. Du coup, ça change un peu tout, parce que les intérêts nationaux ne sont pas définis, et si les intérêts nationaux sont contre ceux du peuple, comment ça se passe? Ça se passe que Manuel Valls l'a directement appliqué pour gérer les manifestations loi travail et manifs pour tous à l'époque. Et depuis, Emmanuel Macron s'en est servi pour les gilets jaunes, les manifs pour le climat et tout ce qu'on veut. Donc ils ont légalisé quelque chose qui n'est pas légitime. La deuxième chose également, avant nous étions donc défenseurs des libertés individuelles, nous sommes passés défenseurs des lois. Donc les lois, c'est très intéressant. Si comme on dit, c'est pas grave, c'est la démocratie, il y a des lois. Non, tous les États ont des lois, même les pires régimes totalitaires. Donc c'était pas un critère d'évaluation. Par contre, autant la liberté individuelle, on voit ce que c'est, même si des fois on n'est pas tous d'accord sur la définition exacte. Autant du légaliste pur, ça pose un sérieux problème d'utilisation des pouvoirs de police. C'est également en 2014 qu'on nous a remis qu'on devait y compris veiller au crédit au nom de la police nationale, y compris dans notre vie privée. Donc une reprise de l'article 5 du statut général de la fonction publique de Vichy. Et c'est là où on nous a limité la liberté d'expression syndicale. Voilà, il y a marqué que les syndicalistes ont droit à la liberté d'expression, mais limitée. Donc personne n'a pu le définir, sauf éventuellement M. Castaner et M. Darmanin, qui se sont justifiés avec cette base légale pour, par exemple, me sanctionner, mais j'ai pas été le seul. Ils ont été jusqu'à aussi sanctionner, par exemple, des syndicalistes d'Alliance qui avaient parlé sur un plateau de télé pour dire du mal de l'action du gouvernement, mais la chaîne mainstream n'avait pas marqué délégué départemental d'Alliance. Le ministère les a poursuivis et les a sanctionnés parce que du coup, ils parlaient pas en tant que délégué syndical. Ils ont beau expliquer que ils n'étaient pas responsables de la chaîne de télé et que l'administration avait les arrêtés de détachement permanent, l'administration a quand même sanctionné. Donc voilà, on en est sur une inversion aujourd'hui de l'utilisation de la police, d'un passage de normalement 1780 service du peuple à un passage dans Vichy qui est là carrément au service d'un régime totalitaire. Et là, on recommence à remettre les billes pour ouvrir l'utilisation de la police à tout et n'importe quoi de façon légale. Et à côté de ça, en parallèle, nous avons eu la loi renseignement en 2015 qui permet au Premier ministre de mettre qui veut sur écoute. C'est qu'avant, ils ont justifié qu'il y avait des zones grises en matière de renseignement, c'est-à-dire qu'il y avait des endroits où on savait pas trop si c'était légal ou pas, c'était pas très bien défini. Donc, ils ont légalisé en disant, voilà, maintenant, la zone grise, elle sera plus grise, elle sera carrément légale et le Premier ministre peut mettre qui veut sur écoute. Alors, exactement, la rédaction, c'est le Premier ministre doit demander l'avis d'une commission qui rend un avis consultatif, sauf s'il estime qu'il y a une urgence. À ce moment-là, il demandera l'avis de la commission a posteriori. Mais une fois que les informations et les renseignements sont siphonnés, du coup, ils vont pas les rendre. Donc c'est trop tard, c'est plus, vu que c'est des biens immatériels. Ensuite, nous avons eu l'état d'urgence qui permet de faire des perquisitions dans tous les sens, administratives, avec des ordres préfectoraux, ce qui pose un petit retour là aussi sur la 40, où c'était le seul moment où l'autorité administrative, donc qui n'est ni judiciaire, ni
ni sous le contrôle parlementaire, qui décide d'elle-même, je décide de renvoyer des perquisitions sans aucune objection que la suspicion. C'est-à-dire qu'on a remplacé avec cet état d'urgence le fait de la preuve par la suspicion. À tel point que quand Castaner déclare que avant de se faire virer de son poste, le soupçon avéré, voilà, je crois qu'on est arrivé au summum de où on pouvait arriver dans ce type de système, sachant que les perquisitions administratives pour lutter contre le terrorisme ont permis 0 sur plus de 4000 perquisitions, résolution d'affaires terroristes. Elles ont permis de confirmer 6 qui étaient déjà en cours et tout le reste, ça a été soit des moyens de coercition, soit des trafics de stupes qu'on n'arrivait pas à démanteler, on s'en est servi de la perquisition administrative, que des choses annexes qui n'avaient rien à voir avec la situation. Et au final, on a eu l'état d'urgence légalisé donc par Monsieur Macron en novembre 2017. C'était sa priorité dans son mandat, annuler l'état d'urgence pour nous faire l'état d'urgence permanent. Du coup, toutes les mesures d'exception ont été légalisées dans la loi normale, sachant que même un juge antiterroriste comme Marc Tabelli qui avait déclaré qu'il y avait déjà assez de lois, un arsenal juridique suffisant, il suffisait déjà de l'appliquer, ce qui n'est pas le cas. Et enfin, nous avons eu le dernier petit point sur l'utilisation de la police, c'était dans la crise, de la gestion de la crise sanitaire. En France, elle a été gérée de façon sécuritaire, c'est-à-dire qu'on n'était pas capable d'avoir des lits d'hôpitaux, on n'était pas capable de produire des masques, on n'était pas capable de produire des règles cohérentes sanitaires. On a fait du sécuritaire, on a déployé des contraventions par millions. Et à titre de comparaison, pendant que la France mettait 10 millions de contraventions, contrôle pour arriver à 1 million de contraventions, en Espagne, les policiers distribuaient des masques. Donc voilà, il y a une utilisation répressive de la police qui a permis de mettre en place un contrôle social, un autocontrôle d'ailleurs, vu que les gens faisaient leur propre attestation et qu'ils étaient contrôlés et verbalisés pour ça, ou pas s'ils l'avaient. Et du coup, sur ça, ça détournait les moyens de la police, parce que par exemple, sur les différents week-ends de Pâques pendant la crise sanitaire, donc 2021 et 2020, 60% des moyens de la police nationale et de la gendarmerie étaient déployés sur des contrôles d'attestation. Donc pendant ce temps-là, on ne fait pas autre chose. Ceci dit, le gouvernement avait réglé le problème par des numéros verts qui, on ne voit pas à quoi ça sert vu qu'il y avait déjà le numéro 17. Mais voilà, passons. Donc on est sur ce côté-là et avec donc au final quelque chose qui est important, c'est que des journaux sont considérés comme modérés dans le monde anglophone comme The Economist, a déclassé la France en démocratie défaillante suite à son utilisation de la gestion de sa crise sanitaire de façon sécuritaire. Et l'ONU n'a pas cette fois-ci classé la France entre le Mozambique et le Venezuela pour la crise sanitaire, mais a quand même dit qu'il y avait quelques pays qui avaient profité de la crise sanitaire pour prendre des mesures sécuritaires et coercitives. Et ça me fait penser d'ailleurs qu'il y a aussi également, sous l'utilisation des forces de police, on a eu la limitation de la liberté de la presse, avec d'abord un nouveau schéma du maintien de l'ordre où les journalistes qui veulent suivre ce qui semble normal pour un contrôle citoyen de l'action publique, les actions d'une manifestation, même tout simplement informer sur ce qui se passe, ils doivent être accrédités par le ministère de l'Intérieur pour leur sécurité. Et si jamais il y a besoin de disperser, ils sont sommés de se disperser pour ne pas rester aux endroits où ils n'ont pas le droit d'aller voir ce qu'il n'y a pas à voir, en tous les cas d'un point de vue gouvernemental. Et après, nous avons donc cette loi sécurité globale qui n'est ni faire ni à faire, et qui proposait aussi qu'on ne puisse pas filmer les policiers, ce qui est donc déjà le cas comme tout citoyen, des sanctions étant déjà tombées mieux que ce que proposait la loi. Donc là, c'était vraiment ciblé contre la liberté de la presse, et avec aussi sur l'état de la police. Donc ça, je l'ai pas vu dans vos travaux, mais c'était la question sur où s'il y a une place ou pas pour les polices municipales et où est la place de la sécurité privée. Parce que cette loi sécurité globale, en fait, le vrai projet derrière, et c'est le projet de Macron qu'on avait vu à l'époque, le cabinet de Monsieur Collomb, qui nous avait dit notre objectif, par exemple, avec la police de sécurité du quotidien, c'est de vendre un maximum de missions régaliennes aux boîtes privées. Et donc cette mission qui est avec cette loi sécurité globale, c'est la même chose. Les policiers municipaux vont avoir des pouvoirs renforcés. Donc il peut y avoir un débat sur chaque commune n'a pas les mêmes moyens pour avoir une police municipale, donc ça peut avoir une rupture d'égalité sur la sûreté au niveau du territoire national, alors qu'on devrait pouvoir, c'est un droit qui est fondamental sur tout le territoire. Et la deuxième chose, par contre, qui pose de sérieuses questions, c'est qu'il y a des agents de sécurité privés qui peuvent avoir des pouvoirs de rédiger certains PV aux abords des établissements où ils sont, mais c'est-à-dire qu'en fait, là, pour le coup, une boîte de sécurité privée, son intérêt n'est pas l'intérêt général, mais c'est de faire de l'argent. Donc, on est en train de privatiser la sécurité publique. Donc, ça peut y avoir un débat également aussi, parce que, par exemple, à San Francisco, la sécurité notamment publique, mais surtout à un moment des commerces a été faite par de la sécurité privée, mais ils ont le droit d'intervenir sur la voie publique. Donc ça dépend une fois de plus comment on encadre les systèmes. En France, on n'encadre rien du tout et ça va être bientôt OK Coral si on laisse faire, enfin, en tous les cas avec des milices privées. Et on a déjà eu l'exemple pour expérience. Il y avait en 2015 une manifestation de gens
Ils venaient manifester contre un site d'enfouissement de déchets nucléaires de mémoire. Il y avait des gendarmes mobiles qui étaient présents, ils n'ont pas bougé une oreille. Par contre, les boîtes de sécurité privées qui étaient équipées de battes de baseball et de casques de moto, eux, s'en sont donnés à cœur joie sur les manifestants qui occupaient un lieu donc privé, mais qui défendaient autre chose. Est-ce qu'il était nécessaire d'aller leur mettre la tête en sang? Je ne suis pas sûr. Mais voilà, donc c'était l'argent qui était le moteur qui était leur motivation, et pas de respecter quelque chose de légitime ou un ordre de bien commun. Donc voilà, on en est dans la police, c'est qu'on est en train de la démanteler à l'heure actuelle, de rendre le maximum de missions avec des textes de plus en plus répressifs, avec un usage particulier des forces de police et un contrôle interne tellement puissant que du coup, plus personne n'ose bouger les choses. Avec par exemple un exemple dernier pour montrer le moyen de coercition, on a les unités des Braves qui sont donc la résurrection des voltigeurs, donc les voltigeurs en 1986 mis en place par Charles Pasqua, qui avait abouti à la mort de Malik Oussekine. Charles Pasqua dissout les voltigeurs en disant que ça avait été une erreur vu la conclusion et ce décès. Et il présente ses excuses à la famille. Castaner recrée les voltigeurs. Il y a encore des morts par la police, mais à chaque fois, il n'y a pas d'excuses, il est juste embêté. Alors les morts, je précise, ne sont pas de la cause des voltigeurs, c'est sur du maintien de l'ordre à chaque fois divers et variés. Et sur ces unités, donc, il y a un public particulier, parce qu'une unité de police, c'est aussi l'avantage, c'est que quand elles sont constituées avec des gens qui travaillent ensemble régulièrement, il y a différents comportements, différentes modes de pensée, ce qui fait qu'il y a souvent un équilibrage qui arrive à se faire. Là, ça ne comporte que des gens qui viennent pour la mission, qui sont volontaires pour aller casser du manifestant. Et donc, il y a eu un motard qui a refusé de venir dans cette unité en disant, moi, j'ai pas signé pour ça. Il a été sanctionné parce qu'il ne s'était pas porté volontaire et qu'il a eu un refus d'obéissance. Donc voilà, on en est. Même il y a des gens qui arrivent à leur faire des choses contre leur conscience, ou sinon, ils payent le prix fort. Donc voilà, on est arrivé à un état de plus en plus de miliciens qui sont en cours, des sécurités privées qui vont être armées de plus en plus, un État qui contrôle sa police de façon très autoritaire et des textes qui permettent une utilisation légale de la police contre le peuple. Merci pour toutes ces explications, très utiles. Pour ce qui est des polices privées, donc c'est pas des polices, mais t'as employé le mot de milice. Alors nous, on a parlé un peu de milice, mais pas du tout au sens de milice privée, ni au sens de milice politique, mais au sens de milice citoyenne, au sens suisse. Alors c'est probablement quelque chose qu'on va pas beaucoup aborder dans le pouvoir de police. On va plutôt discuter de ça dans le pouvoir militaire, mais on y a pas mal réfléchi. Alors on n'a pas beaucoup discuté de la question de la milice privée, donc qui pourrait être au service d'institutions non publiques. Peut-être parce qu'on n'en veut pas du tout. Alors du coup, la discussion s'est pas portée là-dessus. C'est pas le cœur de nos travaux. A priori, personne n'était intéressé par ça. Sinon, ça aurait probablement été mis sur la table. Et donc la question de la police politique, c'est ça qui nous embête le plus. Alors nous, c'est résolu en partie par le fait que c'est un pouvoir qui est donc indépendant de l'exécutif. Enfin, c'est une sous-partie de l'exécutif qui s'autogère, mais ce qui crée d'autres problèmes. Toi, tu as donc travaillé sur un IGPN citoyen. Alors nous, on a un petit peu écrit un équivalent de ça. Alors déjà, sur tous nos pouvoirs, à chaque fois, on leur met une commission de contrôle qui est composée de citoyens tirés au sort, qui sont pas nombreux, et qui vérifient que ça se passe bien, et qui sont l'intermédiaire que les citoyens peuvent avertir lorsqu'ils évaluent qu'il y a un problème quelque part. Donc c'est un petit peu la première prise de contact pour alerter, c'est cette commission de contrôle citoyenne. Et donc dans le cas de la police, donc c'est fortement en lien avec l'IGPN citoyen, on a mis une deuxième commission qu'on a appelée commission d'inspection de la police, qui est en fait une commission qui enquête lorsque la commission de contrôle a été alertée. Par exemple, elle va pouvoir faire une enquête, voir si ça s'est bien passé ou pas, s'il y a des problèmes dans le fonctionnement de la police, etc. Et c'est elle qui serait, entre autres, chargée donc de prévenir le pouvoir judiciaire, qui donc lui aussi est indépendant entièrement de l'exécutif. Donc il y a plusieurs strates comme ça.
Alors pour cette commission d'inspection, nous on est parti du principe, je crois que toi c'est un peu pareil, que des citoyens seuls seraient pas forcément super à même de gérer ce genre de situation et que il fallait qu'il y ait un peu des policiers dedans pour apporter leur expertise et un regard un petit peu interne. Alors du coup, on est parti du principe que donc il y aurait 3/4 de citoyens, un quart. Moitié, t'as marqué. Moitié citoyen, un quart policier, un quart. C'est ça. Et donc il y a des notions de droit, il y a des notions internes à la police. Donc on est parti du principe qu'une moitié de citoyens, ce serait l'assurance en fait que les citoyens peuvent quand même décider. Il suffirait donc qu'il y ait tous les citoyens dans un camp et puis qu'il y ait un juge ou un policier qui pense comme les citoyens pour que ça fasse une majorité. Et donc les juges pour la notion de droit, les policiers pour l'idée d'expertise en interne, et donc le pouvoir judiciaire derrière pour aller au bout de l'enquête et juger de la situation, parce que l'idée n'est pas de créer un deuxième système de justice uniquement pour la police, mais c'est un intermédiaire. Donc cette commission d'inspection, t'en penses quoi et qu'est-ce qu'il y a comme différence avec la manière dont tu voyais l'IGPN citoyen? C'est-à-dire que l'IGPN citoyen, après c'était pensé avec le système actuel, c'est que de ce que je comprends de le système qu'on voulait mettre en place, c'est que ça renvoie directement à l'autorité judiciaire, ce qui n'est pas une mauvaise chose en soi du coup, c'est que le système actuel il y avait le côté donc enquête pénale où ça renvoie au système judiciaire, mais l'IGPN actuel en fait a juste un pouvoir donc d'enquête pour éventuellement la justice pénale, mais a également un pouvoir de sanction administrative interne, comme tout employeur, en disant voilà, et c'est sur ce côté-là où il n'y avait pas aucun garde-fou, vu que c'était l'administration qui était juge de partie pour ce côté-là, et ça posait le problème de l'indépendance des enquêtes pour le côté judiciaire. Donc c'était d'avoir un contrôle sur ces deux points de vue, parce que des fois l'employeur a besoin de sanctions internes pour diverses raisons, sans pour autant déplacer tout le système judiciaire. Et c'était que justement ce ne soit pas détourné de ses missions de corriger certains tirs internes pour justement faire de la rétorsion hiérarchique et de dire on s'en sert de façon coercitive. Donc là, j'ai pas vu qu'il y avait de sanctions administratives du côté de ce que vous avez écrit, en tout cas dans la Constitution, mais après peut-être que j'ai mal lu. Alors le pouvoir judiciaire aussi est particulier, il est découpé en deux. En gros, il y a une partie administrative et donc le lien exact, il n'est pas forcément fait. Après, il y a aussi une particularité, c'est que on fait pas vraiment du droit au sens large. Nous, on s'intéresse à la partie constitutionnelle. Donc il y a beaucoup de choses qu'on délègue à des lois organiques, hein. On ne peut pas tout constitutionnaliser. L'idée n'est pas de faire une constitution qui ait une longueur biblique, hein. C'est de juste instituer les pouvoirs. J'en profite pour dire à tout le monde que si vous voulez intervenir, vous pouvez mettre un point d'exclamation dans le chat, et si vous avez une question, vous pouvez mettre un point d'interrogation, et puis on vous donnera la parole. Pour revenir un petit peu sur nos travaux et comment ça s'est passé, donc à chaque fois, on s'interroge sur l'existant. On fait plusieurs ateliers de recherche, et là, ce qu'on s'est dit, c'est que il y avait presque rien au niveau du droit, au niveau législatif, quoi, hein. C'est quasiment jamais l'Assemblée qui a fixé les règles du fonctionnement de la police, ce qui semble pour nous déjà assez bizarre. Ensuite, rien dans la Constitution, et en fait beaucoup de décrets. Donc l'exécutif qui contrôle la police passe des décrets, des arrêtés sur le fonctionnement de la police. Donc c'est un petit peu, ils ont fait leur popote interne, c'est l'impression que ça donne. Et donc on s'est intéressé aussi au découpage à l'intérieur de la police. Alors c'est quelque chose que on va bien évidemment pas constitutionnaliser, parce que voilà, on délègue ça au niveau législatif, mais on a été quand même surpris du nombre de corps de police qui existent. Quand on regarde les organigrammes et qu'on comprend en fait que dans chaque section, il y a des sous-sections.
Donc il y a des directions générales dans tous les sens, et puis à chaque fois il y a des brigades dans tous les sens et tout. C'est très très compliqué. Et on s'était posé une première question sur l'utilité d'une séparation donc gendarmerie et police. Alors on a compris que il y avait des raisons historiques, mais en interne, qu'est-ce qui se dit dans la police? Est-ce que la séparation gendarmerie-police, donc les gendarmes qui sont à moitié militaires, tu peux peut-être nous préciser ça. Comment c'est vu? Est-ce que c'est une bonne chose? Est-ce que c'est utile? Et par exemple, est-ce que ça existe aussi dans d'autres pays, ça? Alors, c'est vu comment? Ça dépend de quel point de vue et ça dépend, il y aura toutes les réponses. Il y en a qui ne pourront pas supporter d'avoir des militaires, d'autres qui disent qu'il faut que ce soit que la police, c'est pas les mêmes méthodes de travail. Effectivement, c'est pour des raisons historiques et en France, on aime bien garder, les trucs historiques parce que ça date et qu'on veut surtout rien modifier. Il y a d'autres pays qui ont des polices militaires, je crois de mémoire les Italiens qui ont les carabiniers et les Espagnols qui ont la Guardia Civile. Et après je sais pas, il y en a peut-être d'autres, mais là je ne maîtrise pas. Ensuite, sur le côté militaire, bah, ça pose la question parce qu'il y avait eu un commandant de gendarmerie qui avait été jugé parce qu'il avait fait des travaux avec le CNRS, donc il avait été révoqué de la gendarmerie parce qu'il avait manqué à son devoir militaire de garder le silence. Je sais pas comment ça se formule. Et la Cour européenne des droits de l'homme, à l'époque, c'était encore Monsieur Valls qui se l'est pris dans les dents, du coup, avait ironisé en disant, bah, écoutez, monsieur le ministre, on a regardé les missions de la gendarmerie, 95% des missions de la gendarmerie sont des missions civiles. Ils ont 5% de missions militaires quand ils partent en opération extérieure pour assurer le rôle de sécurité de gendarmerie dans les bases militaires. Donc ils avaient ironisé en disant, bah, écoutez, monsieur Valls, si vous voulez pas être embêté par vos fonctionnaires, vous avez qu'à tous leur donner le statut militaire. Donc vous devez réintégrer le commandant, et puis ils ont le droit de s'exprimer, et on vous informe que même ils auraient le droit de se syndiquer dans la gendarmerie, vu qu'ils ont, c'est une force civile. Pour les militaires, certains pays syndiquent leurs militaires. La Cour européenne n'a pas obligé la France à ça, mais ils ont dit pour la gendarmerie, voilà, on estime qu'ils ont le droit de se syndiquer également parce que les missions priment sur le titre que vous voulez leur donner. Ensuite, sur l'intérêt, bah, c'est après, il peut y avoir un intérêt. Non, il n'y en a pas beaucoup, puisqu'on est sur des organigrammes en doublon. On est sur, comme même au sein de la police, on voit des directions qui sont prises dans tous les sens. C'est juste pour justifier un panel d'état-major et de gradés dans tous les sens, mais qui ne servent pas à grand-chose. La gendarmerie est tombée dans le même panneau avec des états-majors qui se sont multipliés par 10, par 20, parce qu'à chaque fois qu'on crée quelque chose, il y avait des gens dans des bureaux. Et pendant ce temps-là, il y a de moins en moins de monde sur le terrain. Quand il y a des services mixtes, pour avoir travaillé dans un service gendarmerie-police au renseignement territorial, c'est chacun essaye de siphonner les infos de l'autre pour briller auprès du ministre. Donc en fait, on est dans une concurrence débile et sans aucun intérêt. C'est pas de l'évolution, enfin que chacun s'entraide pour aller de l'avant, c'est chacun essaye de voler le truc de l'autre pour briller en société. Et après donc voilà, donc la gendarmerie à la base était là pour défendre le territoire au cas où, c'était les gendarmes, donc en deux mots. Et après, on leur a dit, bah, comme vous êtes là, bah, vous allez aussi faire un peu de police judiciaire, vous allez finalement faire tout le reste, et puis on va vous donner les missions de police, parce que bah, plutôt que de vous l'andouiller à surveiller le territoire et à bien le connaître, et puis si jamais on était envahi ou qu'il y avait des choses graves pour y intervenir, on va vous faire plein de choses. Pour l'exemple, c'est ce qui s'est passé également pour les pompiers. On est le seul pays au monde où les pompiers ne s'occupent pas que des incendies. Voilà, on leur dit, bah, comme il n'y a pas des incendies tous les jours, vous allez aussi faire des urgences, vous allez aussi faire d'autres trucs. Et bah, on arrive à des gens qui sont débordés parce qu'on a, plutôt que de laisser le cœur de métier, chez nous, on a peur que les gens s'ennuient, donc on leur fait faire tout, puis finalement, ils font tout mal. Ou en tous les cas, tout moins bien, même si les gens sont de bonne volonté. Donc le débat gendarmerie également aussi, c'est que la gendarmerie, c'est compliqué de lui enlever son statut militaire, parce que tous les officiers qui terminent Saint-Cyr, donc l'école d'officiers militaires, les premiers de promo choisissent toujours gendarmerie. Donc bah, ils ont tous les meilleurs qui sont chez eux et qui sont un nœud très dur qui ne voudra jamais démettre cette gendarmerie. Donc voilà, après il y avait la discussion qu'on avait eue l'autre jour, Léo, je trouvais que c'était intéressant effectivement sur certaines actions offensives sur le territoire de mettre les gendarmes, donc pour le coup le GIGN sur des actions terroristes ou des braquages ou des actions où ça, on sait qu'on va déployer les unités, surtout qu'en plus le GIGN est d'un point de vue objectif meilleur que le RAID, et en plus il peut être déployé à l'international si on a besoin de se déployer ailleurs parce que justement ils sont militaires.
Et après, sinon, c'est qu'est-ce qu'on veut? Est-ce qu'on veut avoir une force militaire qui est là si jamais il y a besoin de défendre le territoire? Et du coup, ils font que ça, ils sont très performants si un jour ça arrive, en espérant que ça n'arrive jamais, ou est-ce qu'on les occupe quand ils sont pas là? Mais du coup, est-ce qu'ils ont besoin du statut militaire? Parce qu'après, on arrive à l'utilisation des armes qui n'est pas les mêmes entre les policiers et les gendarmes, parce que les policiers sont gérés par le statut normal du code pénal de la légitime défense. On nous a rajouté des gadgets, mais qui sont toujours basés sur la légitime défense. Donc, c'était juste des gadgets de communication gouvernementale, mais qui n'a rien changé fondamentalement. Les gendarmes sont des militaires. Eux, ils font 3 sommations. Tu n'as pas obtempéré. Ils tirent, ils t'abattent. C'est légal. Donc, c'est très carré juridiquement par rapport à la légitime défense. La légitime défense police. Par contre, d'un autre côté, c'est un petit peu violent parce que leur cadre d'emploi est prévu pour des zones de guerre, quoi. Donc, ça leur permet, il y avait quelqu'un qui s'était enfui d'une gendarmerie menotté à sa chaise. Le gendarme lui dit 3 fois, t'arrêtes ou je le tire dessus. Il l'a battu dans le dos pendant qu'il était pas bien loin finalement. Il a appliqué le code de la défense, donc pas de problème. Donc voilà, c'est des questions qui ne sont pas tranchées, à part que d'un point de vue personnel, voilà, je dirais qu'il faudrait juste fusionner tout ça pour faire une grande police et puis éventuellement garder une partie de la gendarmerie pour réellement cadrer le territoire, qu'ils connaissent parfaitement, qu'ils soient si jamais il y a un souci ou des catastrophes naturelles, opérationnelles. Et le reste, on est juste sur de la guéguerre de service. Donc en plus, je trouve ça contre-productif. Ok. JLPP voulait intervenir. Oui. Alors, je ne sais pas si vous connaissez l'Office national des forêts, mais historiquement, depuis des centaines d'années, il y a des forestiers qui sont des fonctionnaires et qui ont un droit de porter l'arme pour protéger les forêts, que ce soit des braconniers, des bûcherons, des voleurs de bois. Pour occuper les forêts dans des maisons forestières et assurer un lien entre la ruralité et l'État. Cette ONF est en train d'être malheureusement démantelée par nos gouvernements. Et est-ce que, au même titre que les gendarmes, vous pensez que les gens les missions, les gens qui jouent, est-ce que vous pensez que l'Office national des forêts a une légitimité à porter l'arme et à avoir une mission de sécurité sur les forêts domaniales? Oui, ça je pense que oui. Comme pareil aussi, il y a les agents du ministère de la Culture qui peuvent être armés aussi pour protéger les musées, etc. Je trouve ça d'ailleurs plus pertinent que d'embaucher des agents de sécurité privés. Ça pose beaucoup de problèmes après d'un point de vue organisation et surtout pouvoir gérer les foules. Donc non, voilà la différence des gendarmes par rapport aux gardes forestiers et tous ces autres ministères qui peuvent avoir des personnels armés, aussi le ministère des Finances qu'est les douanes, c'est que ça reste des personnels civils, donc ils sont adaptés à un code qui n'est pas le code militaire, et c'est vraiment le statut militaire qui pose la question. Après que dans les eaux et forêts, ils sont leur travail principal, c'est de garder la forêt, mais de temps en temps, ils peuvent tomber sur quelque chose parce qu'ils sont dans des zones isolées et que ça peut intervenir. Voilà, ils vont pas intervenir sur un braquage, ils vont intervenir sur certaines choses. Voilà, il peut y avoir un chasseur, il peut y avoir des gens comme ça qui peuvent des fois être un peu bourrés ou qui peuvent être dangereux, mais ou des fois même tout simplement un animal qui est dangereux et qu'ils sont obligés de maîtriser. Donc ça semble pas incohérent qu'ils continuent leur travail et leur métier, et plutôt que de faire à l'heure actuelle pour l'ONF, oui, on a, comme Monsieur Sarkozy avait lancé la filière coupe de bois parce que ça rapporte et détruit tout le reste, parce que je sais que malheureusement nos collègues forestiers sont partie des professions qui suscitent le plus parce que ils se reconnaissent plus dans leur métier et leur mission de service public au service de tous. Et pour étendre avec par exemple le ministère de la Culture, quand on envoie des boîtes de sécurité privée, il n'y a pas les pouvoirs de mission régalienne, notamment de contravention quand des gens commettent des incivilités au sein des musées nationaux. Et du coup, la même chose est intéressante, que ce soit gardé par des gens qui sont compétents, qui sont dans le domaine et qui ont pourtant des choses à défendre. Et la police n'est pas spécialement compétente pour la forêt, n'est pas compétente pour les musées, ou alors il faudrait quelque chose qui gère tout. Et ça poserait la question d'après en interne de comment on gère le personnel qui est détaché d'un autre ministère, et ce serait plus compliqué à mon sens d'un point de vue organisationnel. Donc y avoir des missions civiles dans chaque domaine où ça peut avoir une utilité, ça me semble pas incohérent. C'est vraiment le statut militaire des gendarmes qui pose problème. Ok. Vas-y, JLPP. Merci.
Moi, il y a une autre question sur une autre partie qui nous a beaucoup posé question parce que c'est très différent du reste en fait, et tu dois bien connaître le secteur vu que tu y as travaillé. La question du renseignement territorial. Donc, on a appelé nous Observatoire de la sécurité. Alors, à voir s'il faut pas mettre sûreté là-dedans aussi. En gros, vu qu'on est sur un principe très démocratique où les citoyens ont un droit de regard sur les choses, et bah du coup, c'est forcément, on l'a vu comme quelque chose de complexe parce que une DGSI ou une DGSE qui serait transparente, est-ce qu'elle pourrait toujours faire son travail? Ça pose question. Donc du coup, on lui a mis un statut très spécifique. Et on a ajouté un autre acteur qui est une délégation de vérification des restrictions d'accès et de diffusion, qui est donc une quantité limitée de citoyens qui ont donc la possibilité de vérifier si la chose s'il fallait en gros classer en gros au secret défense. Parce que il faut qu'il y ait secret, mais dans ce secret, il peut y avoir des abus. Donc voilà, notre discussion a tourné autour de ça. Et puis on s'est dit que n'importe quel citoyen ne ferait pas forcément l'affaire, et donc on a voulu y mettre des policiers, des militaires et des juges. Donc des militaires pour qu'il y ait en fait une sorte de contre-pouvoir et que ce soit pas que des policiers et qu'il y ait une expertise supplémentaire, et donc des juges pour la partie droit et comme d'habitude les policiers pour la partie expertise interne. Mais après, on s'est dit aussi que s'ils passaient de l'un à l'autre, ils seraient des cibles privilégiées pour qui voudraient soutirer des informations. Voilà, il y avait différentes choses qui nous faisaient dire que du coup, il fallait pas que ce soit des mandats courts et renouvelables comme on a tendance à mettre dans les modèles démocratiques, mais au contraire plutôt des mandats longs. Et que il fallait que ce soit à la fin de la carrière, donc pour avoir des gens déjà qui ont une expertise plus longue et plus complète, alors peut-être moins moderne, une formation qui date un petit peu plus, mais aussi pour le fait qu'ils ne retournent pas dans le champ normal de leur activité par la suite, et qu'en gros ce soit une possibilité pour une fin de carrière de vérifier les choses qui ont été classées. Qu'est-ce que t'en penses? Alors déjà, a priori, les renseignements ne pourraient pas travailler en transparence. Non, les renseignements peuvent pas travailler en transparence. Ça dépend à quel niveau. Si on est au niveau, par exemple, gestion des manifestations, comme j'ai pu le faire, là, il n'y a pas de problème sur la transparence, on connaît les gens. Voilà. Après, ça pose des problèmes sur les actions malveillantes où, pour le coup, là, il y a des soupçons, mais il n'y a pas les éléments judiciaires pour pouvoir aller plus loin. En tous les cas sur le territoire national, là les soupçons doivent être vérifiés, donc il n'y a pas besoin d'alerter tout le monde. Si les gens sont alertés, du coup c'est problématique. Si le soupçon n'est pas avéré, pour le coup ça peut mettre en porte-à-faux des personnes, et s'ils sont avérés, la personne peut changer son comportement et encore plus se camoufler. Donc effectivement c'est compliqué de travailler en transparence. Après le renseignement donne des éléments, mais la plupart des missions de renseignement n'ont pas de conséquences en fait réelles sur la vie des gens s'il n'y a pas de détournement des missions générales en fait. C'est-à-dire que s'il y a une enquête sur quelqu'un, normalement c'est très discret, ce n'est pas vu et ce n'est pas publié, ça reste caché. Et si jamais il y a quelque chose qui doit être fait, c'est pour être transmis à un service judiciaire qui le traitera parce qu'on a enfin trouvé les éléments ou le bon endroit où aller. La deuxième chose que j'ai vue également, c'est qu'à l'heure actuelle, le renseignement extérieur, c'est la DGSE et c'est des militaires. Donc aujourd'hui, il y a une différence, un cloisonnement extérieur-intérieur. Donc avec le côté militaire qui est sur les opérations extérieures et qui ne travaille aussi pas de façon là pour le coup très propre. Ça pourrait être nettoyé parce que comme il ne faut pas qu'il y ait de budget dans les lignes de l'État français parfois se permet d'avoir de l'argent pas très propre pour pouvoir financer ces opérations. Comme ça n'apparaît nulle part. Alors qu'il serait peut-être judicieux de se dire qu'on assume d'avoir un renseignement extérieur avec un budget et puis on n'est pas obligé de truander pour dire que ça n'existe pas. Ensuite, le contrôle, il y a aussi deux niveaux différents et des méthodes
de renseignement, en tous les cas au renseignement sur le territoire national de police, c'est la DGSI où c'est que les chefs de service qui ont accès à la totalité des dossiers. Ils ont des gens sous leurs ordres qui font des missions au fur et à mesure sans savoir la cohérence et ce qui se passe. Donc c'est très très bien pour lutter contre le contre-espionnage. Par contre, quand c'est moins intéressant des fois pour les fonctionnaires qui travaillent en disant tu portes une valise de là à là, tu ne sais pas ce qu'il y a dans la valise et tu ne sais pas pourquoi tu la prends et à qui tu la donnes. Par contre, donc l'avantage, c'est que ça permet de cloisonner au niveau de la sécurité. C'est pas très rapide, donc ça c'est dommage dans un monde moderne. Et si jamais le commissaire ou le chef de service se fait attraper, lui, il a tous les éléments sur plusieurs dossiers. Donc ça, c'est un risque également. Et la méthode de travail inverse est celle du renseignement territorial, donc des ex-renseignements généraux. C'est chaque fonctionnaire a un dossier à gérer. S'il a besoin d'aide, il demande de l'aide, mais il gère tout de A à Z, ce qui veut dire que aucun fonctionnaire ne maîtrise tous les sujets. Et les chefs de service aux renseignements généraux et renseignements territorial maintenant, leur rôle est d'analyser toutes les informations pour faire des fiches synthétiques et d'analyse et des parallèles entre les différentes missions et différentes remontées de renseignements qu'ils ont. Donc il y a moins de... Le renseignement est plus diffus, mais moins maîtrisé parce que il y a plus de fuites sur des petits sujets. Donc ça dépend. Les deux méthodes peuvent être complémentaires ou en tout cas l'une et l'autre peuvent se mettre en place. Donc voilà. Donc après le contrôle, il y a une chose importante sur un contrôle sur les services de renseignement qui peut être intéressante à mise en place. C'est de dire que les documents sont contrôlés dans des salles, mais rien ne peut sortir de la salle. C'est que les gens vont contrôler dans la salle et ils ne peuvent pas sortir les documents, ni prendre de photos, ni quoi que ce soit. Donc et après, tout reste dans la salle, ce qui évite les fuites de confidentialité, parce que la personne peut dire j'ai vu ça, ben oui, mais en fait, elle ne pourra jamais amener la preuve qu'elle a vu ça, techniquement. Donc ça limite aussi les moyens de coercition et de pression sur les gens qui peuvent le contrôler. Et le mieux, après, c'est toujours d'être discret, même pour les gens qui doivent contrôler, pour éviter qu'ils subissent quand même des pressions, parce que pour le coup, n'étant ni dans le sérail policier ou militaire, du coup, des fois, eux, ils pourront pas forcément savoir se défendre. Donc c'est toujours compliqué. Aujourd'hui, le système est un peu bancal à l'heure actuelle, c'est qu'il y a des commissions parlementaires qui ont accès et qui contrôlent tout ça, mais c'est des fois fait un peu par-dessus la jambe parce que nous avons un personnel politique qui est plutôt en dessous de tout, mais ça pourrait fonctionner dans un état logique des choses si les gens étaient investis de ce qu'ils voulaient faire et faisaient leur travail en conscience. Bon, et donc, juste pour finir là-dessus, qu'est-ce que tu penses de l'histoire de fin de carrière là, donc que les personnes qui soient amenées à vérifier les classements en accès restreint soient donc des professionnels du métier, du droit et des militaires en fin de carrière. Ça te semble suffisant comme sécurité ou est-ce que tu verrais autre chose qui serait possible de mettre comme garde-fou? Après, il y a le garde-fou toujours de se dire, alors je sais pas comment ça peut fonctionner sur certains documents, mais c'était par exemple l'idée qu'on avait eue pour les vidéos piétons des policiers qui travaillent. On avait dit que ça posait des fois des problèmes de confidentialité, des fois des policiers qui veulent faire des blagues entre eux, ou des fois des gens qui ne veulent pas être filmés, il n'y a pas de raison de les filmer sur la voie publique. Et on avait dit que ça pouvait être enregistré sur des boîtes noires, qu'on vérifie que s'il y a besoin. Donc voilà, la même chose, c'est que s'il y a des documents qui doivent être vérifiés, etc., mais qu'on garde une trace dans un endroit où c'est inviolable et qu'on dise, à la fin de la durée de la période de secret défense, là on peut vérifier, on est sûr que rien n'a été enlevé, rien n'a été supprimé. Comme ça fait un contrôle peut-être a posteriori, mais en 10 ans, par exemple, je donne un ordre de 10 ans, après je sais pas quelle durée il faut mettre, mais ça permet que les gens soient toujours vivants s'ils ont fait des conneries, donc on peut aller les rattraper, et ça incite les gens à rester prudents par rapport à ce qu'ils font, sans pour autant mettre en péril sur le moment des missions différentes et variées. Donc c'est d'avoir un moyen de préservation des documents et de tout le renseignement qui est produit, sans pour autant qu'il puisse être altéré d'aucune façon pour un contrôle a posteriori, parce que là je vois pas tellement un contrôle dans la continuité. Et la deuxième chose également, donc des fins de carrière, ça semble une bonne idée parce que les gens sont rodés et puis ils n'attendent pas grand-chose, donc ils pourront pas renvoyer d'ascenseur par la suite. Donc ça c'est plutôt pas mal parce qu'ils vont pas aller sur un autre poste en disant tu dis que tout va bien et puis je dirais que tout va bien comme le modèle actuel fonctionne. Et après il y a quelque chose que j'ai oublié de préciser tout à l'heure sur le renseignement, c'est qu'en France ils ont mis en place une bonne idée, non ils ont voulu mettre en place une bonne idée mais ils l'ont pas fait, c'était de mettre une filière du renseignement, une académie du renseignement où tous les agents de renseignement travaillent ensemble, sont formés ensemble et après sont dispatchés dans leur corps d'origine. Donc il y avait et finalement il y a que la DGSI et tout le renseignement militaire, il y a 2 ou 3 services de renseignement militaire qui sont dedans.
mais le renseignement territorial n'y est pas, le renseignement pénitentiaire n'y est pas, et ce qui fait qu'il y a des sacrés trous dans la raquette, parce que quand les agents de renseignement se connaissent, alors s'ils ne sont pas forcément sous les mêmes directions et mêmes ministères, ça permet quand même de la fluidité, tout en ayant des indépendances de chaque côté, ce qui permet aussi qu'il n'y ait pas tout centralisé au sein des mains d'un même pouvoir, par exemple, pour reprendre la division que vous avez fait au sein de votre constitution. Alors, JLPP, ça remarche? Vous m'entendez? Ouais. Je voulais demander si c'était une bonne idée de diriger notre observatoire de la sécurité par un comité exécutif dont les membres sont sélectionnés en interne par concours. En gros, est-ce qu'il faut que ce soit un spécialiste qui dirige l'OS plutôt qu'un politicien? Moi, je pense les deux, j'allais dire, parce qu'en fait, il n'y a pas d'opposition. Il faut un politicien qui donne les ordres, parce que normalement, c'est lui qui a la légitimité démocratique, et puis il faut un spécialiste pour lui dire ce qui est possible ou pas, parce que des fois, certaines personnes n'ayant pas les compétences peuvent demander la lune sans savoir qu'on peut pas l'atteindre. Donc voilà, il y a un contrôle, je veux dire, politique de la chose, ça semble normal, parce que si on laisse les gens en roue libre, en général, ça finit toujours par mal se passer un jour. Et même au contraire, des fois, les deux pourraient s'auto-contrôler en disant, on peut faire ça, on peut pas faire ça. Donc ça peut, les deux s'opposent pas en fait. Moi au contraire, je mettrais les deux. Merci. Alors, la particularité, nous, c'est que donc, n'ayant pas de gouvernement, pour l'instant, on n'a rien rédigé qui ressemble à un gouvernement. En fait, on a donc une assemblée confédérale et donc qui est composée de 1500 citoyens tirés au sort et qui est donc législative et qui donc pourrait donner les règles en créant de la loi, en créant des décrets aussi. C'est l'application de la loi passe par la loi. C'est notre façon de voir le truc. Ça fait partie du législatif. Et donc du coup, qui donne les ordres, pour nous c'est un petit peu complexe. C'est pour ça que dans ce cas particulier, on a mis en place deux comités exécutifs, donc un pour les renseignements et un pour la police standard, disons. Et donc sélectionnés sur concours parce qu'il faut que ce soit les meilleurs. Et donc après, même avec un concours, on peut faire en sorte qu'il y ait, parce que ça dépend où on place la barre du concours, on peut faire en sorte que derrière il y ait donc de la démocratie liquide ou du tirage au sort. C'est des choses qui complètent. La légitimité politique, elle pourrait se faire donc du coup parce que on pourrait faire appel à la commission. Parce que tout fonctionnaire peut donc être révoqué et que donc quelqu'un qui a mal fait son travail pourrait être révoqué et donc c'est un moyen pour créer une légitimité démocratique. En gros, quelqu'un qui n'aurait pas été révoqué, c'est qui mérite a priori de garder sa place et c'est le petit minimum quoi. C'est que les gens puissent contrôler, voire dissoudre. Ce serait possible de dissoudre le comité exécutif complètement. Si on ne sait pas qui a causé le problème, mais qu'on se rend compte que rien ne va, on en sélectionne d'autres. Tant qu'on se donne l'embarras du choix, on n'est pas coincé avec les dirigeants. Et donc par rapport à cette histoire de concours, il y avait l'une des questions qui avait été notée, c'était par rapport à la formation. Donc, qu'en est-il de la formation actuelle des policiers, donc des différents policiers, et dans le cas des renseignements, une particularité aussi, c'est que on n'a pas beaucoup creusé la question, mais on a cru comprendre que pour le service des renseignements, il n'y avait pas uniquement besoin de policiers, enfin de capacité de policiers, mais qu'il y avait probablement beaucoup d'autres corps de métier qui peuvent être nécessaires. On a pensé aux scientifiques, aux informaticiens, etc. Comment ça se passe aujourd'hui? Et du coup, si ça se passe bien, tout va bien, mais si ça se passe pas bien au niveau de la formation,
comment cette formation devrait-elle être dispensée et surtout au niveau des contenus, quoi. Qui décide et qui devrait décider du contenu des formations des policiers? Je reviens juste sur un premier point sur le fait que pour un concours pour diriger les comités exécutifs, tout ça. Il y a aussi quelque chose d'intéressant sur notamment en Allemagne ou les choses dans des pays comme ça, où les subordonnés notent leurs supérieurs. Mais ce qui peut être intéressant, c'est que si tous les gens qui rentrent dans un service de police ou de renseignement passent des concours, donc on a déjà pris un premier tri, mais après ce qui est intéressant pour accéder à des responsabilités qui prennent aussi des concours, mais qu'après les agents qui sont subordonnés puissent voter pour dire moi je pense que lui quand même il a les meilleures valeurs par rapport à comment je l'ai vu bosser. Ce qui fait un cadre minimum et en général sur la quantité de gens au bout d'un moment tout le monde ne peut pas se tromper et se faire avoir ou sinon c'est que vraiment la personne était très manipulatrice. Sur les formations en ce moment on est nul, voilà, c'est tout simplement on est sur de la poudre de perlimpinpin. En tous les cas sur la police, la DGSI, ils ont tout axé sur des gadgets technologiques, donc bon, c'est leur droit. Et les seuls qui tirent un petit peu leur épingle du jeu parce qu'ils sont un peu plus en avance, c'est la DGSE qui est militaire, parce que la DGSE justement, ils ont une partie de militaire de terrain et après ils prennent des professionnels externes quand ils n'ont pas les compétences internes. Alors justement, ils vont prendre des informaticiens, des gens qui sont capables, des hackers, enfin ils vont prendre toutes les compétences qu'ils n'ont pas chez eux, soit ils en forment, soit ils en récupèrent des bons et ça semble la meilleure chose avec sécurisé par des contrats de confidentialité, etc. sur la chose de derrière. Ils savent que si jamais ils ne respectaient pas les règles, le temps de leur engagement et après, ça allait mal se passer pour eux. Donc non, je pense qu'il faut pouvoir se diversifier en vérifiant qui vient pour les compétences qu'on n'a pas, plutôt que d'essayer de faire des trucs avec des bouts de ficelle en disant on est les meilleurs au monde et au final ça marche pas. Voilà, les services par exemple d'informatique de la police sont gérés par des policiers, ça marche pas du coup parce que en fait c'est du bidouillage, c'est des gens qui avaient quelques compétences avant qu'on a mis là alors que on a quelqu'un d'un service informatique, ça se passe quand même mieux. Donc voilà, non, ce serait plutôt de diversifier, d'engager les gens par compétences plutôt que sur des postes spécifiques et la formation serait à revoir complètement. Et sur des choses comme le renseignement aussi, des choses comme ça, en général, la formation, on peut donner quelques grandes lignes, mais ça s'apprend sur le terrain parce que c'est pas dans les manuels. Si c'est dans les manuels, c'est que déjà on a raté quelque chose. Tous les gens qui voudront pas être espionnés, auront le manuel de comment on fait, donc c'est pas très pertinent également. Donc formation continue en fait. La formation continue sur le tas et après des formations spécifiques sur des besoins. Par exemple, il y a besoin de hacker quelque chose, il y a besoin d'un spécialiste informatique, soit on en recrute un, soit on forme des gens pour en avoir et avoir des ressources internes. Et avec des formations donc continues en fonction des besoins des missions. Même chose pour les ports d'armes, pour les différentes choses dont on peut avoir besoin, placer des balises diverses et variées. Et après, c'est formation sur le tas parce qu'il n'y a pas vraiment de manuel. Moi, je sais que la formation de renseignement, ça m'a fait rire. J'avais passé une semaine, voilà, mais au final, tout ce que j'ai appris réellement, c'est sur le tas par les anciens qui m'ont dit tiens, on fait comme ça. Le but du jeu, c'est qu'est-ce qu'on doit faire. Et après, il y a différentes méthodes qui s'appliquent en fonction de qui on a en face. Donc, c'est plutôt des gens plus que des compétences. La compétence essentielle, c'est d'être polyvalent en fait. Donc, la polyvalence, il n'y a pas vraiment d'école de la polyvalence. Un autre truc qui nous a posé beaucoup de questions et même des débats parfois houleux, c'est la question de la chaîne de commandement. Donc on part du principe que pour qu'une chaîne de commandement fonctionne, il faut qu'il y ait une forme d'obligation à obéir. Et la question de l'ordre illégitime qui n'a pas lieu d'être, qui est basé sur des renseignements faux ou sur une volonté politique, nous a posé de grandes questions. Il faut donc qu'il y ait obéissance, mais cette obéissance doit aussi avoir des limites, sinon ça doit certainement être la porte ouverte à tout et n'importe quoi. Donc comment ça se passe aujourd'hui et qu'est-ce qu'il faudrait? Est-ce qu'on peut partir du principe que il y a un droit d'objection? Nous, on est parti du principe que dans tous les cas, il fallait, en gros, que la justice s'en mêle, c'est-à-dire que si le droit d'objection est utilisé, il faut savoir pourquoi et qui avait raison, et
dans les deux cas, quoi. Que ce soit la personne qui a donné l'ordre ou la personne qui a obéi, que la justice ait un droit de regard, mais c'est très sensible comme question. Qu'en dis-tu? Mais en fait, c'est pas le côté de la chaîne d'obéissance, parce que dans les deux cas, soit on met des droits d'objection, il faudra contrôler la personne qu'elle n'a pas abusé de ce droit, soit il y a une chaîne d'obéissance, il n'y a pas de droit d'objection, il faudra vérifier que la personne qui donne les ordres n'ait pas abusé de ce droit. Donc en fait, c'est pas au niveau de la chaîne de commandement que le problème se pose, c'est au niveau du contrôle de la chaîne de commandement. Parce que sur le terrain, au moment T, il n'y aura pas vraiment de bonne solution. Par contre, s'il y a un contrôle a posteriori en disant, bah là, il y a eu ça et tu vas prendre une bonne sanction parce que soit tu as abusé de ton droit d'objection, soit tu as abusé de ton droit de donner des ordres. Donc c'est plutôt le contrôle a posteriori qui devrait limiter la casse, en sachant que derrière, bah, les gens ils diront, bah ouais, ça je n'aurais pas dû le faire, ou je vais pas le faire parce que j'ai peur, ou alors je vais pas faire d'objection parce que derrière, si c'était pas mérité, je vais me prendre une sanction. Et d'ailleurs, je serais plus partisan, même qui pas le droit à l'objection, c'est de dire, bah, on fait les ordres, on les exécute. Parce que si jamais il y a une objection et que bah, la personne au-dessus a dit, t'avais pas tous les éléments et bah, il y a eu des vies qui sont, et ça a coûté des vies, bah, c'est dramatique. Donc, des fois, faut agir dans la rapidité. Et si on commence à dire, attention, objection, après, il faudra prouver que l'objection a bien été faite, dans quelles conditions. Donc, en général, le mieux est l'ennemi du bien. Et pour le coup, bah, le truc le plus simple, c'est de dire, bah, chacun sera responsable des ordres qu'il a donnés, à moins qu'il y ait l'ordre soit vraiment manifestement illégal et mettant en danger les gens en disant, bah, vous tirez sur la foule. Bon, bah, ça semble assez évident. Et sur des choses entre les deux, faut pas un droit à l'objection trop important à mon sens. Par contre, que le contrôle derrière de la chaîne de commandement et que les ordres soient bien légitimes et donnés à approprier avec les informations disponibles au bon moment, semble plus pertinent pour limiter la casse, parce que si les gens savent qu'ils vont être contrôlés, qu'ils peuvent prendre des lourdes sanctions, en général, ils font pas trop les foufous. Ok, et l'autre partie qui découlait un peu de ça, c'était le même débat en gros, hein. C'était la question du droit ou devoir de réserve. Et dans ton cas, donc le cas spécifique des syndicats, a priori, tu as eu des problèmes pour avoir dénoncé en tant que syndicaliste. Et donc voilà, qu'est-ce que t'en penses? Est-ce que le droit de réserve est une bonne chose en tant que droit, c'est-à-dire le fait de pouvoir ne pas parler, et est-ce que le devoir de réserve est une bonne chose, et dans quel cas ce ne serait pas une bonne chose, par exemple? Bah là, pour le coup, la loi du statut de la fonction publique était bien faite. En fait, ils ont tout détricoté comme ils savent bien faire à chaque fois. C'est que le devoir de réserve est une mauvaise chose parce que c'est la porte ouverte à tout et n'importe quoi. Grosso modo, le devoir de réserve interdit de critiquer son institution ou de porter à la connaissance des citoyens lambda, enfin tous les gars qui ne sont pas du métier dans le sens lambda, des dysfonctionnements ou des choses sur leur service public, donc qui est à leur service normalement. Par contre, la loi de 83 avait prévu des choses sur le secret professionnel. On n'a pas le droit d'aller divulguer des informations sur des enquêtes ou des enquêtes aussi bien de renseignement que judiciaires. On n'a pas le droit de divulguer des informations personnelles. Le devoir d'en connaître, c'est-à-dire on doit connaître ce qu'on a besoin, on n'a pas à les fouiller à droite à gauche pour des buts personnels. Donc, les choses étaient bien faites, en fait. Le devoir de réserve a juste servi à museler sur le fait que vous n'avez pas le droit de critiquer vos chefs. Donc, voilà. Donc, si on reste sur le secret professionnel qui semble pertinent, le secret de l'enquête, ça semble pertinent, le secret du renseignement, ça semble pertinent. Par contre, se dire que ça fonctionne pas et que dans tel service il manque de moyens, bah du coup, au bout d'un moment, si on veut que ça fonctionne, ça semble que le devoir de réserve soit plutôt une entrave plus qu'un avantage. Merci. On va continuer à travailler sur cette question. Alors peut-être pas pour le constitutionnaliser, parce que ce sera peut-être pas la peine, mais vu qu'après on va probablement s'attaquer aux lois organiques, il y aura des détails qu'il faudra qu'on travaille là-dessus. Et on s'était posé des questions aussi sur le suivi psychologique. Donc, je suppose que le gouvernement, il a mis en place un numéro vert, je crois, pour que les policiers SOS suicide ou je sais pas quoi. A priori, de ce que j'ai compris, moi, c'est dangereux pour un policier de dire qu'il va pas bien. Ça va mettre sa carrière en péril, en gros. Et donc, du coup, comment ça se passe dans le détail aujourd'hui ?
Et comment on pourrait faire en sorte de ne pas avoir des policiers en dépression. On a entendu parler du nombre de suicides, notamment donc parce qu'ils ne se reconnaissent pas dans la fonction, mais aussi certainement parce qu'ils manquent d'écoute. Donc comment ça se passe et comment ça pourrait se passer? Alors comment ça se passe? Ça se passe mal. Effectivement, on a un numéro vert qui a été mis en place par Castaner. Gérald Darmanin a dit oh, je vais faire 2 fois mieux, donc il a mis un 2e numéro vert en place, tout aussi inefficace. On a eu des barbecues conviviaux, enfin ils n'ont pas compris vraiment le fond du problème, parce qu'en fait ils ont même mis un service de soutien psychologique, mais qu'on est incité à ne pas utiliser. Pour donner un exemple le plus marquant que j'ai eu en tant que syndicaliste à avoir des gens qui sont venus témoigner, c'est des collègues qui avaient assisté, qui étaient primo-intervenants sur l'attentat du Bataclan. Ils étaient en train de sortir des blessés du Bataclan sur des échelles de chantier qu'ils avaient trouvées à côté. Et en fait, ce soir-là, il y a aussi un problème logistique. Les ondes radio étaient saturées, plus personne s'entendait parler. Puis à un moment, ça passe, et puis ils entendent que les terroristes sont toujours à l'intérieur. Bon, le gouvernement met en place, la chaîne hiérarchique met en place un suivi psychologique en disant voilà, vous avez quand même vu des choses pas faciles, donc on vous met à votre disposition des psychologues, et quasiment personne n'est allé les voir. Pourquoi? Le chef de service, par exemple, pour ses collègues qui ont été choqués, ils ont dit voilà, vous pouvez voir les psychologues. Par contre, si jamais vous y allez et que vous êtes arrêté, pensez que ce sera vos collègues qui devront faire votre travail pendant que vous serez pas là, que vous serez des tirs au flanc, puisqu'on est des policiers, voilà, on est des solides. Donc, réfléchissez bien, mais par contre, pensez que vos collègues, ils vont assurer votre travail pendant que vous n'êtes pas là, quoi. Vous allez vous prendre des vacances, grosso modo. Résultat des courses, personne n'est allé les voir, et puis après, il y a eu des dépressions et des burn-out parce que les gens ont eu un retour de flamme quelques mois après, donc de la gestion à la petite semaine, et en plus contre l'intérêt des êtres humains. Le système, par contre, qui pourrait marcher, c'est au Québec qu'ils ont mis ça en place, un suivi psychologique régulier obligatoire pour tout le monde. Déjà, ça permet de prévenir des suicides, des burn-out, mais aussi ça permet aussi de prévenir des pétages de plomb, des fonctionnaires qui peuvent être épuisés, qui s'en rendent pas compte et qui peuvent commettre des actes irréparables sur la voie publique parce qu'au bout d'un moment, ils ont tellement de surcharge et de pression psychologique sans s'en avoir rendu compte qu'ils commencent à défourailler ou à commettre des violences ou à commettre différentes choses. Donc du coup, ça permet de prévenir aussi ça. Donc c'est un intérêt à la fois pour le policier et pour la population. Et il n'y a pas de côté tu t'y vas ou t'y vas pas. En fait, c'est tout le monde y va et t'as pas le choix en fait. Donc comme ça, celui qui a rien, il a rien, il est content, il sera confirmé que tout va bien. Ceux qui ça va pas, et qui le savaient, comme ça ils peuvent parler sans être jetés en opprobre sur tout le monde. Et celui qui se rendait pas compte que ça allait pas bien, ça lui permet de commettre des conneries. Et l'autre chose aussi qui avait été pensée, je trouvais que c'était une bonne idée, c'est un commissaire qui avait proposé ça, ça n'a pas été suivi bien évidemment, c'est que dans certaines zones un petit peu difficiles où il y a un gros taux de criminalité, qu'il avait proposé, c'était que pour que les gens puissent souffler, ou dans les zones où les gens ne veulent pas aller, par exemple, personne ne veut travailler en Île-de-France parce qu'en général les fonctionnaires de police ou de gendarmerie sont de province et donc n'ont plus une envie, c'est de retourner en province. Justement pour faire un palier à ce problème d'effectifs dans certaines zones, ou dans des zones difficiles également, c'est de dire vous travaillez pendant 3 semaines, avec un cycle de travail avec des repos, mais après vous avez 3 semaines pour souffler, vous avez des récupérations, un peu sur le modèle des militaires qui partent en opération extérieure, qui ont des grands temps de repos et de récupération entre les missions dans des endroits où ils ne veulent pas aller ou sur des missions difficiles. Donc c'était une idée aussi pour que les gens puissent souffler et avoir un équilibre personnel. Ça doit pas être évident à gérer des situations, par le Bataclan. C'est sûr que ça doit être très problématique, mais même au niveau du quotidien, il y a la question de l'image de la police. Alors je sais plus si c'est dans le code européen, je crois que c'est dans le code européen, là, celui qui n'est que des conseils, là, où ça parlait pas mal de l'image de la police, que l'objectif, en gros, c'était de rapprocher les citoyens et la police, et que les citoyens aiment la police. Alors moi, je fais partie des gens qui aiment la police, parce que ils m'ont souvent été utiles. Alors je comprends que les gens qui ont que eu des problèmes avec la police trouvent que la police c'est pas bien. Moi, il se trouve que j'ai eu des problèmes avec la police et ils m'ont surtout rendu de grands services. Tu parlais d'ailleurs de la police sanitaire tout à l'heure. Petite anecdote, quand ils ont mis en place le port du masque obligatoire, moi je le savais pas parce que je regarde pas les infos et donc j'étais pas au courant.
Et mon premier masque m'a été offert par un policier, donc au lieu de me prendre 135 €, il m'a fait un cadeau. Donc il y en a des biens, comme on dit. Et donc ça, c'est un peu une difficulté. Au niveau lien entre citoyens et police, il y a des questions qu'on s'est posées, donc notamment comment renforcer ces liens et aussi comment garantir que la police reste au service de la population. Donc nous, on a mis en place des commissions de contrôle, mais peut-être qu'il y aurait d'autres choses à faire pour que ça se passe bien. Et aussi dans le cadre, alors là ça sort complètement de nos ateliers constituants, mais c'était le cadre de la bascule. Donc j'avais organisé une manifestation une fois et donc j'avais passé un bout de l'après-midi à discuter avec des gens des services des renseignements territoriaux, des gardes rapprochés. Enfin bon, il y avait pas mal de différents corps de police sur place. Et on a discuté de la question de l'Union européenne, du transfert de souveraineté, tout ça. Et en fait, ils étaient très à l'écoute, ils comprenaient tout à fait le problème, le déni démocratique qu'on vit, nous citoyens. Ils n'étaient pas trop au courant de la situation européenne et tout, mais au vu des arguments, je les ai trouvés très ouverts et compréhensifs sur nos revendications. C'était pour les 10 ans du vote de 2005, donc le 29 mai 2015. Là, il va y avoir l'anniversaire bientôt, la semaine prochaine. Et donc comment est-ce qu'on peut renforcer ces liens? Et dans le cadre donc de la dictature, deuxième pan de la question qui n'a rien à voir avec nos travaux, comment faire? En gros, c'est une question presque de révolte populaire. Donc, comment faire pour que la police se range du côté des citoyens? Alors, ça vaut pour une petite manifestation et pour gagner un nouveau droit. Ça peut être simplement un petit cas comme ça où le législatif et l'exécutif empêchent la mise en place d'un droit et que les citoyens le réclament haut et fort, et le moindre soutien de la police, en fait, ou des militaires, évidemment, pourrait tout changer à la situation. Et donc, du coup, comment ça peut se faire, le lien police-citoyen? Dans quel cadre la police pourrait soutenir les citoyens dans l'avancée démocratique? Parce qu'a priori, ils sont un peu coincés. Mais en même temps, les citoyens sont un peu coincés eux aussi. Sans soutien des forces de l'ordre, il semble que on va rester à tout jamais dans ce régime. Et donc, les citoyens, se posent beaucoup de questions sur comment est-ce que, main dans la main, policiers et citoyens pourraient faire avancer la démocratie, quoi. Je réponds à la dernière question qui est la plus facile. C'est pour que ça marche, il faut qu'il y ait tellement de gens dans les rues qu'il n'y ait plus de soupçon de dire qu'il y a une légitimité populaire. Voilà, donc à partir de là, c'est pas près d'arriver vu que le gouvernement a tout fait en place pour lutter tous les cortèges des manifestations et que les policiers sont là pour défendre des institutions et pas les personnes qui sont à l'intérieur. Voilà, donc c'est ce que me disent souvent des collègues par exemple, qui peuvent défendre Emmanuel Macron, qui me disent voilà, nous on défend pas Emmanuel Macron, on défend la fonction présidentielle. Voilà, donc à partir de là, ça n'ira pas tellement plus loin. Ensuite, comment rapprocher les gens? Ça, par contre, c'est la meilleure chose à faire. C'est déjà que les gens puissent discuter. C'est-à-dire qu'il y a le côté police qui a été coupé de la population, donc ce qui est déjà complètement aberrant d'un point de vue gestion de la criminalité et du renseignement, parce que la population est la première source de personnes qui est concernée par la sécurité et sa sûreté. Si elle n'a plus contact avec sa police, ça commence à poser des problèmes. Du coup, au lieu d'avoir des numéros 17 que les gens connaissent leur quartier, donnent des numéros de portable personnels, en tout cas de fonction pour que les gens les appellent directement, ce qui fait qu'il y a eu une expérience qui avait été faite contre la volonté de la hiérarchie, mais ils n'avaient pas eu le choix. Ils avaient une patrouille qui avait donné son numéro de téléphone portable personnel parce que l'administration voulait pas en donner. Ils avaient des résultats parce que les gens les appelaient en disant c'est nos policiers, on les connaît. Et du coup, quand les gens avaient un doute, ils les appelaient, ils venaient vérifier. Puis du coup, il y avait un rôle de tranquillité publique parce qu'ils leur disaient là, ce que vous avez vu, c'est ça, mais rassurez-vous, tout va bien, pas de quoi s'affoler. Et s'il y avait de quoi s'affoler, ils intervenaient et puis ils faisaient le nécessaire. Donc du coup, il y avait le côté rassurant parce que les gens des fois s'imaginent des montagnes de choses alors que en fait, il n'y a rien à s'imaginer et qu'il y avait une explication cohérente ou un
un événement particulier à ce moment-là, et que si c'était pas cohérent, voilà. Donc après, c'est connaître les gens de son quartier, avoir le temps d'aller discuter avec eux. Donc, par exemple, en Angleterre, quand il y a des pianos dans les gares, ils peuvent jouer au piano, ils peuvent aller danser, enfin, s'intégrer quand il y a voilà. Et donc, ces collègues-là, quand il y avait un match de foot, par exemple, à surveiller au camping du coin, ils allaient manger des pizzas avec les gens du coin. Enfin, ils étaient intégrés, ils allaient boire des cafés, enfin, pas de l'alcool, mais des cafés. Donc, voilà, ils participaient à la vie locale, ils n'étaient pas des extraterrestres qui étaient à côté. Et du coup, ça se passait très bien. Donc, c'est juste qu'on arrête de nous casser les pieds sur tout ça. En France, aujourd'hui, un policier est plus embêté parce il a pas bien mis sa casquette ou voilà, il y avait un gars sur YouTube qui faisait des vidéos. Il a filmé les policiers en leur faisant des petits coucous, des bisous dans tous les pays du monde. Le seul pays où la vidéo dure 10 secondes, c'est parce que il se fait interpeller, c'est la France, au pied de la Tour Eiffel. Voilà, parce que les policiers, ils ont dit voilà, on va se faire voir à la caméra, ça va pas aller et ça va être mauvais. Et également aussi, c'est dans la formation initiale. Ce qui est important aussi, c'est qu'on nous dit toujours dans les formations initiales, c'est qu'on nous met que des cas d'école où toujours tout se passe mal. Alors que techniquement, dans notre carrière, dans 95% des cas, ça va bien se passer. Il faut qu'on soit prévoyant pour les 5% restants. Donc, ce serait bien qu'elle aussi dans la formation initiale, on nous dise dans notre tête, enfin, le monde autour de nous n'est pas un monde de guerre, et puis finalement, les gens sont plutôt sympas. Voilà, même chose également aussi, c'est d'avoir un petit rôle social je pense à des collègues italiens pendant le premier confinement qui étaient allés manger des spaghettis avec un couple de retraités qui était tout seul dans son coin, en fait, et ça leur avait fait du bien. Également au Japon, ils ont des petits postes de police par pâté de maison où les policiers dorment à proximité également, un peu sur le principe des gendarmes dans leur caserne. Mais ils s'occupent de la circulation, ils s'occupent des points écoles, ils s'occupent de porter les courses d'une vieille dame. Enfin voilà, ils ont aussi un rôle de serviable auprès de la population. Et après, tout ce rôle, c'est pas perdu parce que déjà, le contact humain est important. Et la deuxième chose, c'est que les gens parlent, ils vont dire tiens, j'ai vu ça, j'ai vu ci, tiens, j'ai. Et en fait, plus les gens se connaissent, plus il y a de la sûreté, de la sécurité, sans avoir besoin d'intervenir, parce que du coup, la délinquance se développe dans les endroits où les gens ne se connaissent pas. Donc, tant qu'il y a du lien, ça participe à la sécurité. Et l'État français ne veut surtout pas de ce lien à l'heure actuelle, donc il faut le recréer. JLPP? Je sais que les militaires et les policiers doivent déménager régulièrement depuis que vers chez moi, dans le sud-ouest, il y a une révolte et que ordre a été donné à la troupe de tirer et que les gendarmes étant du village, ils ont refusé de tirer. Est-ce que la solution, ce serait pas de permettre aux policiers ou aux personnes qui sont dépositaires de la force publique d'exercer leur métier à l'endroit où ils sont nés? Ou ils le veulent, d'ailleurs. Il y a un avantage à ça, c'est que l'avantage, c'est que justement, ça permet que les gens soient adaptés. D'ailleurs, c'est ce qu'on peut voir, c'est que tous les policiers qui retournent dans leur région d'origine ont un comportement plus apaisé parce qu'ils connaissent, ils sont avec leurs amis, ils sont dans leur famille, et ils connaissent les endroits où ils vont évoluer. Donc, il y a un vrai rôle, effectivement, d'apaisement parce qu'ils connaissent les gens et il y a un facteur. Après, la deuxième chose qui a été mise en place, c'est les policiers déménagent pas régulièrement, les gendarmes non plus, c'est à partir des postes d'officiers de gendarmerie, et puis chez nous, c'est les commissaires. Bien que ce soit tous les 7 ou 10 ans, donc c'est pas très violent dans la police quand même. C'est pour éviter d'avoir des potentats locaux qui, de fait de leur responsabilité au sein de la police ou de la gendarmerie, pourraient s'ériger en petite baronnie avec des avantages bien compris avec les politiques locaux. Mais si jamais le reste est fait pour que ces petits arrangements ne puissent pas arriver parce que il y a une vraie démocratie, qu'il n'y a pas des pouvoirs exécutifs qui contrôlent tout dans certains coins, l'intérêt, effectivement, c'est que les gens bossent où ils sont et si jamais ils bossent dans des endroits où ils ne sont pas, qu'ils aient des grandes périodes de repos pour retourner se ressourcer. Ok, alors s'il y a des gens qui ont des interventions ou des questions à poser, n'hésitez pas à mettre un point d'interrogation ou un point d'exclamation dans le chat. Moi, je crois que je suis arrivé à peu près au bout de la liste des questions. Il en reste peut-être une ou deux, donc n'hésitez pas à les relever si vous avez l'impression qu'on a oublié quelque chose. Si tu veux, j'avais un point, je voulais réagir par rapport à ce que vous avez écrit. Oui. C'était sur la police judiciaire. Il y a d'autres pays qui l'attachent au pouvoir judiciaire pour le coup, pour éviter qu'il y ait une dichotomie comme en France où tu as une hiérarchie administrative policière sous des ordres judiciaires, ce qui veut dire que tu as des gens qui vont te dire si tu fais l'enquête de ce côté-là,
La justice dit il faut aller de ce côté-là, et puis le commissaire dit tu dois aller de ce côté-là parce que c'est l'autorité judiciaire qui pilote l'enquête, mais rappelle-toi que c'est moi qui gère ta carrière. Donc c'était à voir, certains pays font que la police judiciaire est directement sur les ordres du pouvoir judiciaire pour éviter ce chantage entre les deux. Ouais, on est parti un petit peu du principe donc de la mettre sous la direction du pouvoir judiciaire, et ça c'est pas dans ce titre-là, mais il y a un équivalent quand on a traité de la territorialité, on avait parlé un peu des douanes, et là aussi on partait du principe qu'on mettait en avant le principe de douane judiciaire, et alors qu'a priori, ce qu'on a cru comprendre, la douane est actuellement quasiment un service fiscal plus que de sécurité des frontières, quoi. C'est pour éviter que l'argent s'échappe ou prendre de l'argent quand il y a des biens qui rentrent, ou enfin c'est en fait c'est financier, quoi, comme police. C'est pas vraiment une police d'ailleurs, c'est plus une brigade financière. C'est même pas une brigade financière, les douanes dépendent du ministère de la Justice, donc la seule mission de sécurité, c'est de sécuriser les bâtiments du ministère de la Justice. Et le reste, s'occupe que des marchandises. Ils ont quasiment aucun pouvoir sur les personnes. Et par contre, des fois, les opérations de police sont nécessaires parce que du coup, on se complète, on n'a pas le droit de fouiller les voitures, donc aussi, ils peuvent le faire. Donc, c'est compliqué, mais effectivement, leur objectif, c'est de faire rentrer de l'argent. Et c'est pour ça que ils sont toujours bien lotis parce que eux, comme ils dépendent du ministère de Bercy, ils peuvent récupérer les saisies pour se les auto-attribuer. Donc, ils ont toujours des jolies voitures, des jolis machins, parce que l'État les autorise à récupérer le matériel. Mais voilà, donc ils ont aucun rôle de police réellement. Eux, vraiment, c'est l'argent, ils sont bien rattachés au ministère des Finances, donc pour le coup, c'est cohérent. Alors, il y avait une question aussi sur les corps. Donc, j'ai parlé tout à l'heure de quand on a fait les recherches là, qu'on s'est rendu compte du nombre de corps de police qui existent, des unités dans tous les sens avec des noms différents et à chaque fois des acronymes imprononçables et dont on ne peut pas se souvenir et on sait à peine ce que ça veut dire. Toute cette complexité. Alors nous, on va pas constitutionnaliser là-dessus. On est vraiment parti sur des grandes familles du fonctionnement de la police et pas sur les unités en elles-mêmes, mais est-ce que c'est quelque chose qui est fonctionnel? Est-ce que ça complique pas? Parce que je sais qu'au niveau administratif, la France est une blague dans le sens où c'est le plus gros des millefeuilles, je crois, qui existe. Mais du coup, on a remarqué que c'était la même chose dans le fonctionnement de la police. C'était surdécoupé dans tous les sens, et on avait même l'impression qu'il y avait beaucoup de boulot qui était fait en double. Parce que quand on regarde quelles sont les missions, et en fait, il y a les mêmes trucs qui reviennent à différents endroits. Donc, est-ce que c'est bien, est-ce que c'est pas bien le système de découpage actuel de la police? Est-ce qu'il est pas trop complexe? Non, il est trop complexe. Oui, surtout, il a été fait pour donner des postes d'état-major et de responsabilité à différents commissaires ou chefs de service. Donc, on a fait des états-majors, on a fait des millefeuilles pour justifier des déroulés de carrière. Donc, si c'est trop complexe, et il y a plein de services qui sont en doublon. Enfin, je sais qu'on a fait une mission de renseignement, on était 5 services de renseignement sur la même mission, personne s'était causé. Donc, c'était un déploiement de moyens pour pas grand-chose. Donc non, effectivement. Et après, il y avait quelque chose qui était intéressant avant, c'est qu'il y avait 2 types de policiers. C'était les policiers qui s'occupaient les officiers de paix qui s'occupaient de tout ce qui était sécurité et sûreté sur le territoire. Et puis il y avait ceux qui étaient enquêteurs, qui n'existent plus aujourd'hui, et inspecteurs, et qui s'occupaient de tout ce qui était renseignement judiciaire, qui était plus sur de la paperasse et la police en civil. La distinction était bien, et après, même sans ça, par exemple, on a une police aux frontières. Avant, c'était les renseignements qui s'en occupaient pour des raisons évidentes de passage frontière, et au moins c'était cohérent. Donc il y a plein de choses qui ont été créées par la suite, mais qui pourraient être simplifiées et qui gagneraient en efficacité à être simplifiées pour remettre des gens sur le terrain plutôt que de justifier des états-majors surdimensionnés. Ok, il va être 22h30, donc s'il y a des questions, faites-vous connaître maintenant. Sinon, on va s'approcher de la fin. Est-ce qu'il y a d'autres trucs qui t'ont intéressé ou outré dans ce qu'on a rédigé? Est-ce qu'il y a des trucs qui t'ont semblé pas bien? Parce que nous, on fonctionne beaucoup par objection, donc on cherche plus à savoir ce qui est pas bien que ce qui est bien. Donc, est-ce qu'il y a des trucs
qui ont suscité chez toi des inquiétudes dans ce qu'on a rédigé? Des inquiétudes, non, mais du coup, ce qui m'a intéressé, c'était le port d'âme citoyen. Donc, du coup, je suis allé creuser avec les liens que vous aviez mis. Et du coup, la réflexion est intéressante parce que j'étais parti sur une autre réflexion, mais qui était un peu comme ça. Mais c'était sur les États-Unis en me disant qu'ils pourraient jamais avoir une dictature, en tous les cas imposée par le pouvoir fédéral, vu qu'ils sont tous armés avec le deuxième amendement. Et après, du coup, ce que j'ai pu voir est intéressant. Donc, j'ai pas d'avis tranché, mais au contraire, ça a éveillé ma curiosité sur le sujet avec de nouveaux prismes pour analyser un truc qui semblait évident, mais en fait pas si évident que ça. Donc non, c'était plutôt une ouverture d'esprit que j'ai appréciée. Ça va probablement être notre prochain débat, ça. On en a déjà pas mal débattu parce que évidemment, c'est un sujet où les gens sont pas forcément d'accord. Hein. Y en a qui ont peur et si t'as regardé des vidéos, t'as dû voir que c'est classique. Hein. T'as deux camps, t'as les pros, les anti, et puis c'est très rarement nuancé. Et justement, c'est pour ça qu'on a fait un peu de recherche parmi ceux qui essayent de nuancer la situation et de se baser sur des faits et pas sur de l'idéologie. Les armes, c'est mal, parce que la question est qui détient les armes et le monopole de la détention d'armes est un problème en soi. Donc voilà, il y a vraiment une question là-dessus. Qu'est-ce que je voulais dire? On a donc un ami suisse qui lui dit que la raison pour laquelle la démocratie suisse fonctionne, c'est le référendum d'initiative citoyenne en matière constitutionnelle et l'impossibilité pour le législatif et l'exécutif de réviser la constitution ou d'imposer des traités. Donc c'est ça qui fait que ça fonctionne, mais ce qui fait que ça continue de fonctionner et que cette démocratie continue d'exister malgré le fait qu'il y a des gens qui aimeraient bien que ce soit un petit peu plus dictatorial parce qu'ils sont aux manettes et c'est forcément plus simple la dictature, hein. C'est le fait qu'ils soient armés jusqu'aux dents. Et par armés jusqu'aux dents, la particularité donc c'est que donc il y a le service militaire obligatoire, il y a le fait qu'ils ont le droit d'avoir, avec des conditions très restrictives, hein, mais des armes chez eux, même des armes, des gros calibres, des semi-automatiques, enfin des fusils d'assaut, tout ça. Donc ils sont vraiment très armés. Et il y a toute une mentalité qui va avec, et justement le contraste Suisse-États-Unis est très intéressant parce que effectivement il y a de la violence aux États-Unis, il y a des accidents, mais tout ça n'arrive pas en Suisse, donc ce ne sont pas les armes qui sont responsables de ça, c'est un peu plus complexe. Du coup, ouais, c'est un sujet qui est très intéressant. Ange, j'avais une question. Oui, c'était par rapport à celle qui était un peu en dehors des clous, la bascule police vers citoyen, et vice versa. Alexandre, toi, tu as bénéficié d'un soutien qui t'a permis en fait de continuer ton combat dans la police, tout ça, vis-à-vis de ta hiérarchie et de tous les ennuis que tu as eu, un soutien financier. Est-ce que une généralisation de ce genre de soutien à tous ceux qui pourraient être dans ta position en fait, pour pousser pour plus de démocratie et tout ça, est-ce que ça pourrait être une envisageable? Dans quelle mesure ça est quelque chose, quoi, à ton avis? Il y avait déjà quelqu'un qui m'avait fait cette proposition, mais j'ai dit envisageable au bout d'un moment. Ça, c'est pas envisageable c'est envisageable sur le principe, oui, mais ça, vu les sommes qui vont être en jeu, ce sera pas possible en fait. Les gens déjà payent des impôts pour qu'on paye leurs policiers, donc ils auront pas de ristourne sur ça et c'est de plus en plus compliqué à boucler les fins de mois. Donc ça valait entre guillemets le coup de prendre le pari pour un ou deux ou trois qui vont faire le truc, mais si jamais il y a des centaines, ça va être plus compliqué. Et c'est juste d'un point de vue logistique. Après, si on était sûr que ça marchait et que tout le monde dit bah moi je garantis, on y va, ça pourrait libérer certaines choses. Mais avec aussi un risque par derrière, c'est qu'il y a aussi tous ceux qui résistent en silence et qui interprètent les ordres avec un peu de discernement. Il dit bah faut aller mettre une contravention à tel cafetier parce que il a ouvert alors qu'il n'avait pas le droit. Bah tu viens, tu marques un petit mot bon courage plutôt que de lui mettre sa contravention. Tous ceux qui ont fait la délation, ils sont contents.
Donc eux, ce sera pas des héros, ils vont gagner leur truc, mais ils n'ont pas embêté les gens, ils ont fait quelque chose en accord avec leur conscience. Donc il y a aussi tous ces résistants qui sont anonymes, j'allais dire, mais qui font preuve de discernement et qui font mieux, qui vont, comme tout à l'heure a dit Léo, vous donner un masque plutôt que de quoi une contravention, etc. Donc non, là, le vrai truc, c'est qu'il faut qu'on change le moyen de contrôle de la police et le plus vite possible, quoi. Surtout qu'on a une exception européenne dans le mauvais sens, qu'on est avec des gens qui sont, on se demande comment un ministre de l'Intérieur peut être sous le coup d'une accusation de viol. Enfin, ça pose des sérieuses questions. On a une inversion des valeurs complète. Donc, ce serait plutôt de ce côté-là à travailler, parce que sinon, ce serait des palliatifs. Parce que, ou sinon, aussi, il y avait des gens qui avaient réfléchi en disant, bah, on va se payer des milices privées. En disant, bah, nous, dans notre coin, on va payer nos agents de sécurité, et puis, bah, ce sera notre police à nous, parce que on les aura choisis et on les connaîtra. Mais, au bout d'un moment, il y a des limites au système si on le fait pas changer. Et ok, parce que j'ai eu l'occasion de rapporter un peu en direct d'échanges, de voir, enfin d'entendre des échanges entre des policiers, des gilets jaunes par exemple. Il y a une petite chamaillerie en disant oui mais vous faites rien pour nous et inversement et du coup il y a comme un espèce de blocage et du coup si ça passe pas par des dons directs par exemple il faudrait trouver un moyen peut-être que les uns et les autres montrent ce qu'ils sont prêts à faire l'un pour l'autre. Et si c'est pas des dons directs, ça peut être peut-être des promesses de dons ou une autre façon visible et quantifiable de comment, enfin, qui montrerait que les citoyens et leur police et tout ça veulent et sont prêts à s'entraider. Je sais pas, il y a peut-être quelque chose à creuser à ce niveau-là. Mais après j'entends, hein, effectivement. Non, il y a quelque chose à creuser, mais après, ils ont aussi cassé la solidarité entre policiers comme ils ont fait au niveau de la population. Enfin, ils ont été très forts parce que ce qui aurait pu être très beau, mais ce qui n'a pas été fait, c'est que quand les syndicats majoritaires, donc ceux qui sont corrompus jusqu'à la moelle parce qu'ils ont leur poste, parce qu'ils font un chantage aux mutations et aux avancements, ils avaient dit, au lieu d'avoir une prime de 100 balles pour quelques policiers, même pas tous, de dire, bah non, nous, on veut rien du tout, on veut avec les gilets jaunes. Enfin, comme avaient fait les cheminots en 95. Là, tout le monde aurait pu être l'héros, c'est juste que le système est tellement vérolé aujourd'hui que bah, tous ceux qui ont les leviers pour pourrir la vie des gens ou pour essayer d'améliorer normalement la vie des gens s'en servent quand même pour pourrir la vie des gens. Donc voilà, et après même des fois des initiatives pour des mauvaises raisons, mais qui avaient été intéressantes dans la police, il y avait un département où ils avaient tous demandé leur rupture conventionnelle. En même temps, le même jour, en signe de protestation, on dit on s'en va. Bon, bah, le gouvernement a juste choisi de pas y répondre. Donc voilà, donc après sinon il faudrait des cagnottes astronomiques en disant bah voilà on dit une promesse de don pour tant, mais après ça pose la question qui c'est qui répartit l'argent, sur quels critères, qui c'est qui l'accumule, enfin ça pose toute une question de quand t'as 2-3 personnes ou même une 10 ça peut marcher jusqu'à un système jusqu'à une centaine de personnes parce que le contrôle est encore possible de savoir qui fait quoi et où ça va. Dès que ça commence à dépasser ça, c'est plié. Donc enfin ça me semble plus compliqué, il y aura toujours des suspicions, qui c'est qui a pas pris un truc au passage et l'être humain est plutôt méfiant les uns vers les autres, ce qui est dommage, mais aujourd'hui, il faut déjà qu'on se reconstruise en tant qu'être humain. C'est malheureux. Merci. JLPP, tu voulais intervenir? Oui, moi j'avais une interrogation sur les brigades d'intervention. Vu que c'est les policiers les plus armés, et ben moi je trouve que c'est potentiellement les plus dangereux. Pourquoi? Parce qu'en cas d'une révolte, d'une révolution, ben, ce seraient eux qui seraient envoyés pour réprimer cette révolution populaire, éventuellement souveraine. Et est-ce que vous pensez que le texte tel qu'il est écrit empêcherait un pouvoir politique d'utiliser les brigades d'intervention pour réprimer une révolte? Et donc, est-ce que vous pensez que avec le texte qu'on a là au jour d'aujourd'hui, on empêcherait l'utilisation politique de la police? Bah, ce qui est bien, c'est que l'être humain est toujours capable de trouver les failles dans les plus beaux systèmes. Donc, on sait jamais. Aujourd'hui, les unités les plus lourdement armées sont techniquement pas envoyées pour réprimer qui que ce soit. Et d'ailleurs, c'est pas celles qui seront enverrées parce que la chose qu'ils ont mis en place à la base, c'est de mettre des gens qui ont entre 30 et 40 ans pour entrer dans des unités comme le RAID ou des choses comme ça. Parce que c'est des gens qui sont pères ou mères de famille, qui commencent à avoir une expérience de la vie, qui font pas n'importe quoi.
les unités qui vont envoyer faire n'importe quoi et du tout répressif, c'est les plus jeunes. Parce qu'ils sont malléables, ils viennent de sortir d'école et on peut leur faire n'importe quoi. Plus une minorité qu'ils ont repéré, qui savent qu'ils pourront faire les capots pour encadrer les jeunes qui savent pas où ils vont. Mais c'est au contraire l'expérience de la vie et mettre ces unités-là recruter comme c'est le cas à l'heure actuelle, pour le coup c'est une bonne chose, des gens qui ont beaucoup de choses à perdre par rapport à ce qu'ils pourraient faire et qu'ils ne le feront donc du coup pas. Ok. Merci. Du coup, s'il y a plus d'autres questions, on va pouvoir conclure. S'il y a des questions, chattez maintenant ou taisez-vous à jamais. Personne qui se jette sur le chat, donc je pense qu'on a fait un bon tour de la question. Bon, eh bien, merci beaucoup Alexandre pour cet entretien. On va te libérer. Et donc, si tu vois pas d'inconvénient, une fois qu'on aura fini et qu'on aura rédigé d'autres choses, je t'enverrai les écrits pour avoir ton avis. Et donc, évidemment, on va essayer de donner une suite à tout ça. On va enchaîner donc sur le pouvoir militaire et puis après il y aura un vote là-dessus. Donc c'est aussi une chose importante dans ce qu'on écrit, hein, c'est qu'il faut que ça plaise aux gens qui n'ont pas participé au débat. C'est toute une complexité qui va avec le référendum, c'est que nous on sait ce qu'on a écrit, on sait pourquoi on l'a écrit, mais il faut qu'on l'écrive de sorte à ce qu'il n'y ait pas d'interprétation sur le pourquoi on l'a écrit. Donc il y a aussi la question des intentions qui sont à respecter, mais qui sont à rendre claires dans le texte. C'est pas toujours évident. Et une partie technique aussi. Ensuite, on va probablement écrire les lois organiques. Donc à chaque fois qu'il y a un article qui renvoie à une loi organique, et pour l'instant on les écrit pas. On remet ça plus tard quand on aura fini la Constitution et qu'on pourra passer à autre chose. On va certainement refaire un petit passage en vue de tout ce qu'on a écrit sur les différents pouvoirs, puis écrire les lois organiques. Et donc, je ferai certainement appel à toi à ce moment-là. Et on va faire venir aussi d'autres invités. Alors, j'ai peut-être une personne là qui est un gendarme. Je sais pas si je vais réussir à le faire venir, mais je vais essayer pour avoir le point de vue gendarmerie, ancien militaire aussi. Donc, ça va être intéressant si j'arrive à le faire venir. Et donc, un ami suisse qui va nous parler de la situation de la détention d'armes en Suisse. Et de la question des citoyens armés, avantages, inconvénients, tout ça. Donc, il y aura probablement un autre entretien de ce type dans quelques temps, lorsqu'on arrivera à faire venir ces gens. Et donc, merci beaucoup, Alexandre. Donc, si je te laisse le mot de la fin, si tu veux conclure. Qu'est-ce que tu as pensé de cet entretien et est-ce que tu as des suggestions d'amélioration pour les prochains? Merci à vous, c'était très sympa. Après, non, après, je veux pas vraiment d'amélioration, parce que ça s'était bien passé. Voilà, ça a ouvert la curiosité, les échanges ont permis de donner d'autres pistes de réflexion à tout le monde, donc je trouvais ça, voilà. Donc non, un grand merci parce que c'était interactif et je ressors grandi par rapport à quand je suis arrivé. Donc, je pense que c'est bien quand ça se passe comme ça. Eh ben encore merci et puis à bientôt. À bientôt, bonne soirée. Merci beaucoup, c'était vraiment très bien. Au plaisir. Salut. Au revoir, merci. Si, à l'occasion, quand les cafés seront réouverts, on pourra aller boire un café pour ceux qui pourront. Voilà. Avec plaisir. Merci à vous. Bonne soirée, au revoir. Au revoir. Merci, au revoir.